Pierrot, Mais oui, bonjour. C'est la, comment vas-tu? c'est la version 2. On va avouer. Moi, j'aime bien avouer. Version 2. C'est la version 2. Hier, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Non, C'était pas, en effet. c'était pas aligné, hein. Ça chiait. Donc, je Les précise. planètes, les planètes sont pas toujours exactement comme on veut. Ouais, la planète Musk, surtout Elon Musk. Alors, je précise, je suis en train de faire à partir de Starlink. C'est un nouveau Starlink et il a des petites coupures. Donc, on va être coupé. Ça dure que 5 à 10 secondes. Voilà, il faut accepter le game. C'est juste incroyable qu'on puisse faire déjà une interview. De d'où je suis. Je suis en pleine mangrove sur des kilomètres carrés. Je suis tout seul dans un voilier et je suis capable de faire une interview avec toi, ce qui est déjà fantastique. Mais hier, ça voulait pas. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, a priori, ça le veut, puisqu'on a déjà pu échanger 2 minutes sans que ça coupe. Alors on va parler de... Ah, on doit faire un point parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai envie de te dire le truc qui me choque le plus, du pur émotionnel, la Roumanie. Ah oui. Ah, le remake de Trump sur le nouveau mec, là, en Roumanie, avec... donc là, ça y est, là, ils ont annoncé aujourd'hui, ils refusaient sa candidature, alors que tout le monde veut voter pour lui, donc c'est quand même extraordinaire, cette démocratie européenne. Euh, L'idée, c'est quand même... Alors, pourquoi de l'émotionnel? Parce que l'idée, on le sait tous, c'est qu'il faut construire une base militaire pour l'OTAN et pour le Deep State, en fait, américain. Et donc, c'est émotionnel parce qu'ils sont en train de dire, on va tous vous cramer la gueule, bande de petits cons, on va faire notre guerre, troisième guerre mondiale. Même si on échoue avec Trump, on continue quand même. De toute façon, il va pas être là longtemps, lui, il va être là 4 ans et on va quand même se la farcir, cette putain de guerre. Leur déterminisme est d'une violence absolue. Et, et surtout le rêve, parce que la Roumanie, mon grand-père était roumain, donc on vient quand même, Ah. en tant que roumain, la Roumanie vient de l'enfer, et de Ceausescu. Et, et l'espèce de déconnexion qu'il y a encore en Europe occidentale vis-à-vis de la dictature qui se profile, parce que Macron est en train de faire pareil avec la France. Mais espèce de cycle en fait là. Enfin, c'est comme la Tunisie, le printemps arabe, c'est comme la Russie au début des années 80. T'as beau filer la liberté, le naturel revient au galop tôt ou tard. C'est Ouais. invraisemblable. Oui, alors la Roumanie, c'est un pays que je connais bien puisque non seulement j'y ai travaillé un petit peu, mais j'ai à la fois une de mes meilleures amies depuis 25 ans qui habite, qui est roumaine, et puis j'ai investi en Roumanie, donc dans la ville de Cluj, j'ai des appartements, j'ai de l'immobilier que je loue. Et c'est un excellent, excellent pays pour investir déjà depuis longtemps. Enfin bref, tout va bien. Mais j'allais dire, en fait, ce qui nous surprend, c'est parce qu'on nous a mis tous dans notre tête le fait que la démocratie, c'est l'état de droit, c'est le respect des lois, de la propriété privée, de l'intégrité personnelle. Et qu'en fait, la démocratie, c'est pas mieux que la dictature, c'est pas mieux que le reste. C'est-à-dire quand les gens qui ont le vrai pouvoir, ils Mm. décident que maintenant ça suffit, eh bien, ils Et qu'ils ont agissent une et ils idée en font fait, ce qu'ils parce qu'en veulent. fait actuellement ils ont une idée phare, c'est d'aller se farcir les Russes. Donc quand ils Oui, n'ont pas d'idée, ils nous foutent la paix en fait. La vérité c'est qu'ils ont oui, foutu la paix. et Et là surtout ils ont dit, quand les votants vont dans le sens de ceux qui ont le pouvoir, qui possèdent un pays ou qui possèdent une économie, eh bien, quand tout va bien, quand ça va dans leur sens, et que le jeu démocratique de l'alternance, enfin tous ces pantins et ces marionnettes, plus ou moins, sont elles-mêmes capables qu'elles n'ont aucun pouvoir, sont elles-mêmes conscientes qu'elles n'ont aucun pouvoir, tant que ça joue, tant qu'on a l'un et l'autre, bon, bah, tout va bien. Mais là aujourd'hui, en fait, et c'est à mon avis une grande erreur, parce que, alors, tout d'abord, effectivement, bien que comme beaucoup de ces anciens pays ex-soviétiques, enfin ex-socialistes, euh, les gens ne sont pas très politisés parce qu'ils savent qu'il vaut mieux fermer sa gueule pour pas attirer des ennuis sur soi. C'est le cas de tous les pays en Europe orientale, hein, que ce soit la Roumanie, la Russie, la Pologne. Les gens, ils se la ferment un peu quand il y a des choses comme ça. Ils sont pas très politisés. Mais là, quand même, ça nous montre que, et tu as raison dans ce que tu as dit, les philosophes parleraient que l'idée hégélienne que l'histoire est plus forte que la volonté des individus
C'est là, c'est que tout d'un coup, l'histoire a décidé qu'on va vers la guerre, on va faire cette putain de guerre, il va y avoir une réduction de la population. On ne peut pas avoir, quand je dis on, c'est eux, c'est cet esprit du temps, ces gens qui ont du pouvoir, euh, veulent nous emmener vers leur projet de guerre, de réduction de population, de garder ses ressources et de redistribution des cartes. Mais en même temps, il y a aussi une force dans l'histoire qui est, moi j'appelle ça les fourches et les torches, c'est-à-dire que à un moment, tu as la population qui gueule, qui pète un câble et qui peut aller les chercher et qui leur explique qu'ils ont beau avoir beaucoup d'argent, le vrai pouvoir, ça reste la force, ça reste quand même, comme disait Mao, la baïonnette sur le bout du canon. Et, euh, et bon, donc on verra qui de ces deux forces prend le plus le pouvoir. Moi, si je devais parier mon argent, je mettrais l'argent sur les gens qui ont du pognon et qui ont de la force, enfin, qui auront ce truc. Parce Ouais. qu'ils ont manipulé depuis 50 ans les populations à croire que la démocratie, c'est génial, etc. Non, mais c'est surtout les masses là qui sont dans la rue, elles sont dans la rue comme des cons, comme d'habitude, comme les gilets jaunes en France. Alors qu'en vérité, il y a une décision qui est de justice qui a été prise pour empêcher, pour refuser la candidature du candidat. Donc c'est très Ouais, simple. T'as 100 000 personnes, il n'y a quasiment aucune arme de police, il n'y a rien qui peut arrêter une masse humaine comme ça. Donc c'est c'est simple. ça. Ils vont chercher le juge dans son palais de justice, ils foutent le feu, ils le crament, ils le bousillent. Ouais, Et puis quiconque commence à dire il peut pas se présenter, on peut pas voter pour lui, bah, il le crame. Et au bout d'un moment, les mecs vont regarder à deux fois avant de dire non, on peut pas accepter sa candidature. Et il y a rien de tout ça. En fait, pourquoi moi bah la oui, police c'est émotionnel? Parce que j'ai l'impression de voir les gilets jaunes, le même truc habituel débile de teubés qui sont dans la rue, qui sont pas contents, mais qui au final sont pas capables de canaliser ça de manière constructive. Et à la fin, ils obtiennent jamais rien. Et quand ils c'est ça. obtiennent, comme en Tunisie, quand ils ont obtenu finalement quelque chose, ça a duré 5 ans, et puis les oligarches ont repris la force du truc, voilà, petite prise de judo, et c'est reparti pour un tour. Et donc, oui, bien sûr, on va pas y couper, quoi. On va pas y couper. Oui, Robert Heinlein, qui est un auteur de science-fiction et qui connaissait le monde, parce que c'était un auteur des années 50 et 1960, il écrivait que la force a résolu plus de problèmes dans le monde que toutes les palabres et toutes les séances de discussion qui existent. Et d'un certain point, même Trump aux États-Unis, même s'il le fait de manière très pacifique, il utilise une grande force aujourd'hui qui est celle de l'État, sur laquelle il a pris une certaine influence avec, il faut le rappeler, probablement, parce qu'on n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais probablement une partie de l'État profond, puisque l'État profond c'est pas un individu, c'est pas un dictateur, c'est un groupe protéiforme de différentes factions, de différentes personnes qui, certaines ont un agenda, d'autres un autre, et qui, quand elles convergent, bah, deviennent quelque chose d'assez puissant, ce qui s'est passé ces 20, 30 dernières années dans le monde. Mais aujourd'hui, elle semble avoir un petit peu divergé. Donc, il y a peut-être l'industrie américaine qui soutient Trump. Il y a peut-être la finance et à voir. On verra bien si on crache le système financier sous sa présidence. La CIA, est-ce qu'elle est finalement pour Trump? On verra si la CIA aussi se fait purger par Musk et Doge. Mais en gros, Trump, avec une certaine forme de violence, est en train de mettre en place le nettoyage du système américain qui était beaucoup trop pourri et qui l'amenait à la faillite, je veux dire, une partie de cet état profond ne veut pas tuer la poule aux œufs d'or. L'autre, visiblement, est peut-être fou. Et c'est cette partie un peu folle de l'état profond qui semble se réfugier aujourd'hui en Europe. On verra ce que ça va donner ces prochains temps Je sais pas, écoute, et après, au-dessus, on ne sait pas encore qui est au-dessus et qui tire je sais encore les pas si ficelles ce que tu dis au-dessus est de ces vrai. gens-là. Il y a une partie qui est bolchevique. C'est les mêmes gars qui étaient en Russie, c'est les mêmes, c'est toujours la Mhm. même logique. Et donc cette partie-là, c'est pas qu'elle soit folle, c'est qu'elle a un idéal de vie euh, qui évidemment se fait au détriment des peuples, mais elle n'est pas cinglée en fait. C'est sa vision des choses. Je sais pas s'ils sont cinglés en fait. Ils sont parce qu'ils s'enrichissent, hein. Les bolcheviks, ils s'enrichissent toujours sur le dos du peuple. Donc ils détruisent tout. La poule aux deux œufs d'or, oui, ils la détruisent, mais eux, ils le sentent jamais passer. Je veux dire, c'est les mêmes mecs qui sont. Les bolcheviks, tu les as en Amérique latine, tu les as eu en Russie, tu les as un peu partout, quoi. Euh,
avec Biden. Donc on a commencé à sniffer le truc, on a tous eu peur. Et puis là, ça s'est rectifié grâce à Trump. Mais c'est compliqué en tout cas. C'est un débat qui est sans fin. Mais en tous les cas, tu disais exterminer une partie de la population. Est-ce que tu es certain? Parce que si vraiment exterminer la population, c'est la picouse, c'est les virus qui exterminent. Parce que la guerre, ça tue pas beaucoup. Ça tue, mais pas beaucoup. Oui, c'est effectivement l'une des questions que je m'étais posée il y a, bah, quand le Covid a commencé, en me disant, parce que voilà, il faut toujours réfléchir avec des scénarios différents. Il faut imaginer un arbre de possibilités c'est que le virus en soi, alors je ne sais pas quelle était leur vraie intention, mais à la fin, en tout cas, ça n'a pas exterminé du tout la population, pas plus qu'une grippe saisonnière. Quant au vaccin qu'il y a derrière, bon, ça fait maintenant 3 ans qu'une partie de la population a été vaccinée. En Occident, au moins 50%, dans le reste du monde, beaucoup moins, mais enfin, pas avec les mêmes vaccins, traitements, on va dire. On ne peut pas dire que c'est des vaccins. Mais en tout cas, moi, je vois beaucoup de mortalité chez les gens qui ont eu plusieurs fois la piqûre, Ah ben, on le sait. Tu as les chiffres, hein. mais L'Angleterre. pas une extermination. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, mais l'Angleterre a publié les chiffres et le Japon aussi. Alors, je sais pas ce qu'il y en a en France. Mais le Japon, en fait, ils ont 40 000 morts par Covid et 120 000 morts par vaccin contre le Covid. Voilà. Et en Angleterre, je crois qu'il y a une dégradation de 40% du système immunitaire entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, officiellement. Ouais, je vais mettre des sources, des sources parce qu'ils sont vraiment chauds là-dessus. Ouais. Le source, en Angleterre, c'est le ministère de santé de, je sais plus trop quoi, qui s'occupe des maladies et des vaccins. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc chiffre officiel, 40%. Mais donc, oui, effectivement, ça n'a pas exterminé. Ouais. Donc ça veut dire par parenthèse qu'il n'y a pas forcément eu volonté de faire du mal avec ces traitements expérimentaux. Il y a simplement eu envie de faire beaucoup de pognon, même si ces traitements ne sont pas au point et qu'ils causent plus de dommages qu'ils n'en résolvent. Et c'est probablement plus une logique business foireuse qu'une volonté réellement en plus, il y a un point sur l'aspect complotiste de ces traitements c'est la coordination entre différentes entreprises en si peu de temps pour arriver avec quelque chose qui aurait des conséquences terribles à moyen terme, parce que c'est pas à long terme, c'est à moyen terme. À long terme, tout le monde s'en fout dans le business. Qu'à moyen terme, ça fasse une extermination. Donc, tu vois, je suis pas si complotiste que ça euh, en restant dans la théorie, parce que finalement, j'en sais rien, je ne suis pas allé C'est ce que je analyser. voulais te dire. On n'en sait rien, en fait. Au final, on sait foutrement rien de ce putain de vaccin. Bon, c'est complètement chelou, ça, on le sait. Oui, mais tu sais, tu as bossé, tu as vu comment bossent les entreprises. Ça se trouve, tu as le CEO qui dit, Putain, on a enfin le truc dont nous avait parlé, c'est en train d'arriver. Il faut qu'on booste la production. Dans 6 mois, il faut que vous ayez quelque chose de prêt. Les mecs bossent dessus. 3 mois après, le mec dit, Alors, vous êtes prêts avec vos machins? Parce que là, j'en ai vendu pour des milliards de doses. J'en ai vendu pour 40 milliards de profits. Donc, vous avez le produit. Et les mecs disent, Oui, mais vous savez, c'est compliqué. Vous savez, le truc, il mute et tout. Mais je dis, Mais vous avez quelque chose? Oui, on a quelque chose, mais ça marche pas très bien. Puis on peut pas encore faire des tests. Je dis, vous en faites pas pour les tests, on va tester sur la population. Ah oui, mais putain, c'est pas très éthique. Ta gueule, 40 milliards, je te rappelle. Et nos concurrents, ils sont en train de faire la même chose. Donc, il faut que ça sorte. Et les mecs, ils sortent un truc qui est pas au point. Ça, c'est un scénario Ouais, mais classique comment et cohérent. personne n'arrive à se mettre d'accord pour la monnaie, la Russie, le machin, le truc, comment tu mets d'accord 80 pays, quoi? Avec quoi ils les ont motivés, ça on saura jamais. Mais il n'y a jamais eu un consensus mondial. Je veux dire, il n'y a jamais eu un consensus comme ça mondial pour un truc qui est fake en plus. Toi, même le carbone, Ouais, tout ça, tout le monde ricane, quoi. c'est Tout le monde, étonnant, hein. la Chine, les États-Unis se barrent, c'est une blague et tout. Et là, ils ont réussi un consensus mondial. C'était une drôle Oui, d'expérience. et certains pays, c'est ce que je discutais avec quelqu'un qui a habité en Chine pendant cette période hier, et elle me disait que en Chine, ça a été extrêmement strict, les confinements. Alors, ils ont eu leur propre vaccin à eux, qui est probablement de l'eau avec un petit peu de sucre dedans. Mais néanmoins, ils ont été incroyablement stricts avec leur population. Ils se sont même saboté une partie de leur économie avec les Oui, confinements, et pourtant, c'est eux qui ont sorti le virus de leur laboratoire, quoi. Donc, what the fuck? C'est quoi le bordel? Est-ce qu'il y a une main qui ne sait pas ce que fait l'autre? C'est très curieux. et ça recommence avec la Russie.
puisqu'en fait, ils recommencent leur connerie. Macron qui dit que la Russie va envahir l'Europe, alors qu'en fait, ils sont juste en Ukraine. Ils ont jamais, il n'y a pas un soldat russe qui a franchi sur le territoire européen. Non, ils n'en seraient pas Commence, capables. et ça recommence en fait. Les mensonges qui appellent à des réponses qui sont fictives, mais qui font chier, etc. Je, je, je- Là, en fait, je m'en foutais. Si, je suis moi, à titre perso parce que c'est mon. En fait, je m'autorise que suivre l'Ukraine. Parce que j'aime pas trop perdre mon temps avec des conneries de ce genre public. Mais l'Ukraine, j'avoue, c'est mon dada. Toi, le Moyen-Orient, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Hein, j'ai pas suivi. Mais l'Ukraine, sac à crotte, il m'intéresse. Donc, je suis. Ah bah oui. Et, et en fait, tout est bidon, quoi. Enfin, tout, c'est reparti, quoi. C'est reparti comme avec le Covid, des grandes phrases fausses. Je, J'en ai même demandé si c'est pas juste faire peur, en fait, le but. On Stressé. est Stress. obligé de, on est obligé de réfléchir, tu sais, bah, comme quand tu es trader, où tu imagines les différents scénarios, puis tu as différentes actions que tu vas prendre à titre individuel en fonction de ce qui se passe, parce que tu maîtrises pas le monde, quoi. Tu maîtrises pas ce que tu maîtrises pas, par définition. Et ni ce que tu connais pas. En revanche, c'est vrai qu'il y a le scénario, il y a le narratif officiel que tu sais qui est faux. Ça, c'est déjà une certitude. Ensuite, tu as la logique, raison basée sur ton expérience que tu peux te faire. Et, et tu constates, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, que ce qui t'est dit par les médias occidentaux et en gros la machine de propagande de l'OTAN et de l'Ukraine, tu sais que c'est faux et que tu sais que la réalité, c'est probablement exactement l'inverse. Donc déjà, c'est une donnée qui te permet à peu près à 80%, 90% d'avoir à peu près raison. C'est-à-dire quand on te dit, il y a des gens qui tirent dans le dos des soldats quand ils font retraite chez les Russes et que les Russes sont obligés de faire des attaques de masse avec juste une pelle dans les mains parce qu'ils n'ont pas d'armes, tu sais que c'est en fait ce qu'on se fait faire aux Ukrainiens, à peu près. Donc, et effectivement, après 6 mois, après 2 ans, tu te rends compte qu'effectivement, c'était le cas. Donc aujourd'hui, on a une idée de ce qui s'est passé. Mais si tu vas sur les raisons et ce qui est fait, une des raisons de faire une guerre, tu sais, la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, on sait assez bien, en tout cas parce qu'on a les résultats, on a les comptes rendus, on a les lettres des gens qui sont morts depuis longtemps, qui étaient les grands bourgeois, les grands industriels, qui en fait se disaient, ce serait dans les années 10, au début, avant 1914, ils se disaient, tous ces gens, tous ces prolétaires, tous ces ouvriers et tous ces paysans qui sont infectés par cette idée du communisme, de la collectivisation et qui nous ferait vraiment chier avec ces idées marxistes, etc., ce serait bien qu'il y ait une grande guerre pour qu'il y en ait moins, parce qu'ils font chier, quoi. Il faudrait qu'ils souffrent un bon coup. Oh! Alors, causalité directe, probablement pas. Mais ça fait partie de ce qu'on disait avant, c'est l'air du temps. Il y a un air comme ça, on se dit. Alors, on pourrait imaginer que la volonté de cette guerre, y compris, alors ça je suis très complotiste quand je dis ça, mais y compris avec l'accord de dirigeants russes, c'est de dire, faisons une guerre pour vider l'Ukraine parce qu'on en a besoin pour un projet X qu'on découvrira dans quelques années. Et puis là, on se dira, ah, c'est marrant, ils ont fait venir 200 millions de Nigérians en Ukraine parce que, voilà. Ou on a fait venir, il s'est passé quelque chose qu'on ne peut pas encore prévoir aujourd'hui, mais qui est dans les cartes, et on a besoin de bouger une population d'un endroit à l'autre. Ou alors, ça aurait été chiant qu'il y ait 2 millions d'Ukrainiens, un peu slaves, tu sais, un peu têtus comme Un ça, peu un peu qui borné. sont bagarreurs, et qui viennent nettoyer l'Europe de tout l'enrichissement culturel qu'on y a mis, parce que les Européens ne sont pas capables de se libérer, et que maintenant on a décidé que l'immigration, on n'en veut plus, et donc on va faire venir 2 millions d'Ukrainiens qui vont virer les gens manu militari. Sauf qu'ils sont plus là, donc on peut plus le faire. Donc peut-être qu'il y avait une faction qui se dit, ouh là là, on a fait une connerie, il faut enlever l'islam de l'Europe, et pour le faire, on a besoin des Ukrainiens, et une autre faction qui dit, j'invente un truc, hein, là je suis en train d'inventer un truc. Et il y a une autre faction qui se dit, non, non, mais en fait, on veut pas qu'ils fassent ça, donc on va éliminer la force vive qui va pouvoir faire ça. Et donc, maintenant, il n'y est plus, parce qu'ils auront, d'ici la fin de cette guerre, il y aura 2 millions, 3 millions de soldats jeunes, et c'est fini, le pays est détruit. Il n'y aura plus jamais d'Ukraine. Enfin, ce sera un pays qui va être réduit à l'échelle et à l'importance de, je sais pas, de la Hongrie, de la République tchèque. Ce sera un tout petit pays quelque part entre l'Ukraine et entre la Pologne et la Biélorussie et la Nouvelle-Russie. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça va finir. Mais c'est très possible dans ce théâtre, tout a été décidé à l'avance et que nous, on est en train de regarder ça, on fait des commentaires, on va sur YouTube, on pas là, on va là. On ne sait pas.
Bah si, justement, c'est la seule certitude que j'ai, c'est que c'était décidé à l'avance. Je pense que Poutine, il croque. C'est possible. Il croque, il est partie prenante, même si je sais pas trop comment ça se passe, mais par contre, c'est tellement aberrant, ça peut pas être, ça peut faire que partie d'un plan en fait. Ce qui est chiant en fait, c'est de pas comprendre en fait. C'est entre le Covid, le carbone et puis cette Ukraine, c'est trois trucs. Mais c'est tellement aberrant. Et en plus, ce qui est particulièrement pénible, c'est qu'il y a tous les neuneux là qui se travaillent par millions, par dizaines de millions, qui eux, ils trouvent du sens. On sait tous que ça n'a aucun sens, que personne ne sait que ça n'a aucun sens. Et il y a les neuneux qui défendent ça et qui trouvent du sens là-dedans. Donc ça aussi, c'est assez pénible. Bah, c'est assez triste en fait de voir une grosse partie de la Triste. population euh, gober des énormités comme ça. Et puis nous, on est comme des cons, on sait que c'est une énormité, mais on sait pas laquelle en fait. En fait, au final, on sait. Ouais. La question pragmatique, et après je te pose une question complotiste, mais la vraie question pragmatique, c'est euh, bah, soit tu es idéaliste, et à ce moment-là, tu essaies de créer un mouvement qui va changer les choses, soit pacifique, soit avec des fourches et des torches. Soit tu te dis comment est-ce que je gagne du pognon dans la situation actuelle. Bah, Parce que, c'est voilà. exactement ça. Là, je voulais faire une interview là-dessus, en fait. En fait, je voulais qu'on fasse une interview. Voilà, il y a le cadre. Il pue, il chlingue de tous les côtés. Comment on reste focus là-dedans? Quelle réponse on apporte en tant qu'homme? Ouais, Exactement ce que je voulais parler avec toi de ça. ouais. C'est-à-dire, Alors, ça n'a aucun on- sens, mais il faut rester focus, il faut rester concentré. Et, ouais. et Alors, je c'est te une pose une impuissance. question complotiste. Ouais, Je te pose vas-y. une question complotiste et après on va sur cette. T'as raison, c'est un peu le sujet qui intéresse, je pense, ton audience et les gens qui sont pragmatiques, parce qu'à un moment, il faut surfer la vague, tu peux pas te la prendre dans la gueule. Et c'est aussi un peu le survivalisme, c'est aussi ça, c'est de se dire comment je m'écarte, je fais un pas de côté pour pas me prendre le bordel dans la gueule, mais ça inclut également la survie financière et peut-être même plus que la survie, la prospérité. Et voilà, et puis tirer son épingle du jeu. Mais voici la question, c'est que comme tu le sais, on en avait parlé la dernière fois, on a des élites qui, pas toujours à 100%, mais qui euh, bougent depuis Babylone à l'Égypte, à la Rome, la Toscane, enfin Florence, Amsterdam, Londres, New York. Et une des thèses que j'entends dans les lieux autorisés, comme on dit, c'est que cette élite, juste avant de partir, si elle n'a pas d'opportunité de garder une annexe, elle pille l'endroit où elle est pour aller dans le prochain lieu de prospérité. Et que ces 20, 30 dernières années, l'idée, c'était de piller ce lieu de richesse incroyable qu'est les États-Unis. On voit que Doge est en train de montrer à quel point le pillage s'est accéléré ces dernières 10 années, mais qu'ensuite, le prochain centre de prospérité, à l'évidence, c'est la Chine. Oui, Et que ces élites se disaient, bon, bah, la prochaine migration de notre organisation de pillage, après l'Espagne, enfin bref, on va se bouger en Chine. Sauf qu'en 2005, le président de l'époque, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était Xu Jintao, a dit merci de nous avoir enrichis, merci de nous avoir investi, merci de nous avoir transféré les technologies et les entreprises. Mais en fait, votre projet de venir ici, en fait, vous n'êtes pas chinois, quoi. Vous n'êtes pas des Han. Non, vous n'allez pas venir ici. On va se démerder sans vous. Et ils se sont retrouvés un peu voilà, avec un processus qui a de l'inertie, parce que euh, ça prend du temps pour comprendre ce qu'on te dit, ça prend du temps pour te dire, putain, le pillage des États-Unis, il est en cours, donc on ne peut pas l'arrêter en 5 minutes. Et puis au bout d'un moment, il n'y a pas que les élites, enfin, il y a pas que ces quelques dizaines de milliers de familles avec leurs domestiques et tout, enfin, je sais pas, 200 000, 300 000 personnes. Il y a aussi tous les gens, et j'ai fait une interview hier très intéressante de quelqu'un qui est bien dans la politique américaine, que je publierai dans quelques jours, dit, tu sais, le problème, c'est pas que il y ait du pillage par un petit placé, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça se voit, les gens autour, ils se disent, mais alors nous aussi, on peut piller, parce que, puis en plus, on a les preuves, donc ils vont nous laisser piller pour pas qu'on les dénonce. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tout le monde pille dans le système. Et ça, moi, je l'ai vécu en Italie, sauf que l'Italie, c'est un petit pays qui est
En fait, un gouvernement petit qui ne peut pas piller beaucoup, mais il pillait à fond depuis toujours. Et donc, c'est vrai que quand tous les fonctionnaires commencent à piller, commencent à voler et qu'il n'y a plus personne qui bosse, ben là, ça s'accélère de manière exponentielle. Et bref, mais je pense que ces élites se sont dit, merde, la Chine, elle est pliée, on peut plus faire ce projet de migration vers la Chine. Les Chinois disent, non, mais attendez, nous aussi on compte, donc soit on discute, soit on va prendre le dessus. Que penses-tu de cette théorie complotiste à Ben, Freud? écoute, j'ai le seul truc dont je suis sûr aujourd'hui, parce qu'à force de recouper, revérifier, 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 euh, pour moi, il y a deux factions. C'est des frères, en fait. C'est des demi-frères. C'est d'un côté les Cananiques et Édomites, et de l'autre les Hébreux. Ça, c'était Babylone. Les Édomites étaient en bas, au sud. Les Hébreux étaient sur l'ouest, au bord de la mer. Et les Cananiques étaient en haut, au nord. Ces mecs-là, ils marchent main dans la main depuis Babylone. Ils sont encore là, et ils marchent main dans la main. J'ai trouvé plusieurs sources qui sont toutes parvenues à... En fait, j'avais un doute sur j'ai un doute sur ce que sont devenus les Édomites. Pour moi, parce que leur histoire est tellement proche du baratin qui est fait sur les Khazars qu'en fait, je pense que les Khazars, en fait, c'est un contre-feu allumé pour masquer l'histoire des Édomites. Les Édomites ont dû se convertir au judaïsme parce qu'ils étaient en guerre et voilà, ils ont arrêté. Si tu lis l'histoire des Édomites, c'est exactement ce que nous Mhm, raconte pour les Khazars, genre 2000 ans plus tard en Ukraine. Donc mhm, ça c'est ma première hypothèse, c'est que les Khazars égalent les Édomites. Deuxièmement, les Cananiques, c'est quasi sûr, c'est Vatican, c'est les Jésuites en fait. Et les Jésuites et les Hébreux, ils gèrent le monde ensemble, main dans la main, depuis 3000 ans. Après, il y a des gens, ils comprennent pas le petit Jésus Christo, le merdier, la religion, Dieu, bidule, mais ça, c'est le Vatican, tout milite, quand on observe le Vatican et tout son organisation et toutes les croyants, enfin, tout ce qu'ils font égale cananique. Et donc, mhm. ça n'a rien à voir avec le christianisme, le machin, le truc. Et ils se partagent le monde. Donc, Et, l'Europe est sous contrôle jésuite et les États-Unis sont sous contrôle hébreu. Toute l'Amérique, en fait. Toute l'Amérique latine est sous contrôle hébreu, tous les États-Unis. On sait que les membres du Congrès, voilà, bon, on le voit bien avec Israël. Même on a vu Trump qui accueillait le, le premier ministre d'Israël avec un respect évident. Donc toute l'Amérique est hébreu et toute l'Europe, grosso modo, est jésuite. Donc je pense que, pour moi, je pense que Soral et puis Dieudonné se sont gourés en fait. Je pense qu'ils se sont vraiment gourés sur le réel pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément pour dire qu'ils se sont gourés? Par exemple, il suffit de prendre sur les 50 premiers milliardaires américains, combien il y a de milliardaires hébreux, et sur les 20 ou 30 premiers milliardaires français, combien il y a d'hébreux par rapport à de jésuites, et de jésuites convaincus dans les réseaux et tout le merdier. Donc clairement, l'Europe et la France est complètement sous contrôle jésuite, et ce qui se passe, c'est que ce qui m'a vraiment choqué, parce que je connaissais peut-être mal l'histoire, mais pour moi, les Italiens étaient comme nous, mais pas du tout. Les Italiens sont pas celtes. Contrairement à la France, il y avait une partie de l'Espagne, il y avait une partie de la Roumanie, la Dacia, il y avait l'Angleterre, mais l'Italie n'a absolument rien à voir avec les Celtes. Donc l'Italie a des sources et des origines qui, pour moi, remontent au cananique, qui remontent à Babylone et au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs c'est pour ça que les possible. Italiennes sont les plus belles pour moi d'Europe. Moi, je suis très très fan des femmes italiennes. Elles sont, pour moi, enfin, si tu ouvres mon Instagram, je suis que des Italiennes. Elles sont, c'est les plus belles du monde, mais c'est des femmes qui viennent, qui ont des, enfin, pour moi, la souche italienne remonte à Babylone, donc au Moyen-Orient, d'il y a 2500 ans, 3000 ans. Donc à partir de là, comment tu interconnectes les Jésuites, les Hébreux avec la Chine et avec la Russie de Poutine aussi? Parce que il faut quand même rappeler que tous les exterminateurs étaient juifs en Russie. Alors ils ont tous changé de nom, mais c'était que des juifs. Donc ils ont été, les Hébreux ont contrôlé la Russie. Donc je sais pas ce qui s'est trop passé avec la fin de l'URSS. Je sais que Poutine, lui, est plutôt orthodoxe. Tant qu'il est là, ça fait quand même une soupape de sécurité. Et je sais pas quel joue le rôle. Je sais pas quel joue la Chine. À quel jeu ils jouent la Chine et la Russie. Je, j'ai vu des trucs assez louches sur la Chine. Récemment, je me suis quand même, ils sont à table. Ils sont pas Ouais. si coupés.
de la table mondiale. Je sais pas, j'ai pas de connaissances, puis j'ai pas non plus un temps inextensible, donc c'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais j'ai vu passer des comportements de la Chine, je me suis dit, mais attends, il croque, il croque, c'est pas possible. Et si j'ai un pays qui croquerait pas, il ferait pas un truc pareil, quoi. Hmm. Je me souviens pas, j'ai pas d'exemple précis, mais ça m'est revenu en 3-4 fois, là, depuis 12 mois, des trucs. J'ai un sérieux doute, je pense qu'ils sont tous, c'est la même table, en fait, de jeu. Ok. Mais je sais pas comment ça va se passer, les Jésuites et les Hébreux, par rapport à cette histoire de Chine. Clairement, ils sont en train de brûler les US, donc Trump, c'est juste, il nous achète 4 ans, quoi. Après, à mon avis, Ouais. Minimum, ouais. ça va partir en couille. Ouais, il y aura l'inertie, donc 5 ans, un an après son élection, puis après, ça va repartir en couille sévère. C'est Donc, possible. Donc, comment on fait du non, mais pognon dans tout ça? tous ces incendies, et toute la nature qui fait n'importe quoi, tout ce qui se passe aux US, l'inondation, la pluie, le machin. Alors évidemment, il y a le climat il change, mais non, mais c'est créé dans les nuages, on le sait, c'est prouvé. Il y a 10 000 interventions d'États, il y a 60 États qui ont fait 10 000 interventions dans les nuages. Tout le système de pluie est complètement niqué. Maintenant, il y a des incendies, des machins. Pourquoi ça arrête pas de frapper les US? Là, c'est reparti à New York, là, enfin dans le Hampton, chez les riches. Puis pourquoi maintenant ils ciblent les quartiers riches? Toi, tu vois bien qu'il y a une guerre en fait entre riches. Ouais. Mais pourquoi alors? Moi je n'ai pas Tu de vois, tu réponse vois, là, sur ils ce ont point-là. ciblé Hollywood avec tous les plus gros paquets de thunes. Après, t'as les Hamptons qui sont plutôt les. On sait très bien que c'est les white protestants. D'ailleurs, c'est dans comment le film avec Leonardo DiCaprio là, euh, Mhm. The Wolf. On sait Oui. très bien que là où ils sont en train de cramer actuellement, c'est white protestants, c'est des. On sait très bien que c'est juif à Hollywood. C'est quoi? C'est une guerre ou quoi? Les mecs, ils se foutent sur la gueule. Enfin, je sais pas. D'accord. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est, il y a un moment où il faut avoir l'humilité de dire, ça me dépasse, je ne sais pas, je suis Ouais. pas dans ce monde-là. Moi, tu as, autant par exemple le World Economic Forum qui est en Suisse et qui est auquel j'ai été une fois et je connais plein de gens qui y vont régulièrement à des niveaux intermédiaires, pas tout en haut évidemment. Euh, mais tu entends un peu ce qui se dit, etc. Je comprends un peu certains mécanismes, mais là, par exemple, ce que tu décris là, je ne sais pas. Donc voilà. Moi, on m'a toujours dit, voilà, il y a C'est toujours comment tu gagnes ils du sont pognon. séparés, ils sont pas tous d'accord, il y a des progressistes et puis il y a C'est des ça. classiques, quoi. Et en fait, ils n'ont pas la même vision du futur et donc c'est des guerres fratricides, en fait. Mhm, ok. Donc comme on n'est pas dedans, on peut pas comprendre. Ça, c'est ce qui m'a toujours Mais alors, été. comment on fait du pognon avec, quand tu n'es pas au courant de ce qui va se passer? Parce que finalement, il n'y a que en faisant des insights que tu es sûr de gagner. Quand tu sais pas, quand t'es pas sûr, faut être habile. Bah, je pense que la première source de pognon à faire, c'est de se barrer d'Europe pour peut-être se faire cartonner à 65% d'impôts. Parce qu'en fait, même si tu es très très fort, à partir du moment où tu as 65% de taxes, c'est juste impossible. À part si tu fais partie du hasard positif, mais c'est extrêmement rare. Donc, la première étape, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont leur famille, leur papa, leur maman, leur frère, leur bidule, leur machin. Et donc, ils bousillent leur vie économique. Et en fait, ils se mettent en esclavagisme via le système européen. Au nom de la famille, ils me disent tous ça. Ils me disent Ouais. tous, je peux pas partir, j'ai ma famille, j'ai un tel, un tel, un tel. Donc c'est la garantie d'être esclave à Christos près. Donc actuellement, ils se mentent tous, ils constituent des holdings en fait. Les mecs malins, ils constituent des holdings. Et puis le jour où ils ont la holding remplie, ils veulent se barrer, là il y a l'exit tax et donc là ça coûte 500 000, 1 million en exit tax et là tout d'un coup ils veulent pas payer et c'est impossible de pas payer et donc ils comprennent qu'ils sont faits comme des rats et que leurs grands espoirs d'arriver à baiser le système est juste une totale illusion. Ça c'est ce que j'ai parmi tous mes clients en fait. C'est-à-dire, Mhm. c'est un long process qui prend 10-15 ans. Au lieu de se barrer au départ pour comprendre que le système, surtout aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle, de la circulation d'informations avec FATCA et CRS, plus rien n'est secret. Il est impossible, en tant qu'OPA, si on n'a pas une résidence fiscale en dehors de l'Europe, il est impossible de cacher quoi que ce soit. Donc les mecs ont des... Ils prennent littéralement pour des cons les services de renseignement fiscaux européens, alors qu'ils sont très très forts, les gars. Enfin, moi, je les ai jamais Mhm. pris pour des cons. Et, et donc à la fin, ils sont tous coincés. Ouais. Tous. Ils passent des années à essayer de sortir le fric de leur holding. Euh,
et à rester en France et à supporter cette merde. Donc déjà, le premier conseil, c'est avant d'être riche, barrez-vous et non pas je me barrerai quand je serai riche. Non, c'est je me barre avant d'être riche. Déjà, ça va, pour devenir riche, ça va aller 4 fois plus vite. Et puis deuxièmement, à la fin, vous poserez pas cette... Parce qu'après, c'est complètement débile de consacrer autant d'énergie pour essayer de baiser un système qui est imbaisable, de stériliser autant de temps, de mois, d'années dans un pays de merde, parce que ça devient vraiment un pays infect, la France. Bon, je pense que l'Allemagne, c'est encore pire. Ça a l'air d'être pire, en Ouais, tous les cas. Et l'Angleterre l'Angleterre, aussi, ça a l'air c'est d'être pire. hardcore. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, la première étape, c'est vraiment de se casser, de sortir de là. La deuxième étape, pour moi, c'est de digitaliser toute sa vie économique. C'est une drôle d'aventure que de faire ça pour beaucoup de gens. Contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne partie de la population n'est pas digitalisée dans les revenus. Rien qu'ouvrir un compte bancaire à l'étranger, les mecs ils se pissent dessus, quoi. Mais au sens propre, hein, pas au sens figure. Ils sortent la cricket et ils font pipi sur leurs gens. Ils préfèrent faire ça que monter dans un avion pour aller avoir un compte bancaire alors que c'est complètement légal. Et après, il se dit, non, mais si je déclare pas, il va me tomber dessus. Mais mec, à l'ouverture du compte avec le système CRS, t'es déjà enregistré à Bercy. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est depuis 2016. Tu te réveilles, ou Coco, on est en 2025. Et donc, en fait, ils vont pas faire ça parce qu'ils pensent que c'est illégal, alors qu'en fait, ils ont 2 trains de retard. Le combat est inégal, en fait. En fait, moi, ça me rend un peu triste tout ça. Hmm. Je vois des gens pas méchants. Ils sont juste dépassés par cette espèce de communiste 2.0 quoi, qui est en train d'arriver. Et le combat est inégal, en fait. Euh, je reçois 5 emails minimum par jour de remerciements. Et pourtant, je publie pas grand-chose dans le public par rapport aux actions, aux informations à effet opérationnel, tu vois, par rapport à ce que je donne à mes clients. Mais donc, je me dis, c'est inégal, en fait. C'est, ça fait mal au cœur, en fait, de voir. Là, actuellement, de toute façon, on va rentrer dans la phase difficile, qui va être Ouais. l'enfoncement dans le communisme. Et moi, ça me fait mal au cœur ils sont il y a un tel écart, il y a un tel idéalisme, il y a un tel, c'est une telle innocence en fait des gens. Ils sont quelque part pas méchants quoi. Ils sont bêtes mais bêtes innocents quoi. Pas, il y en a qui sont bêtes et méchants toi. Donc eux, tu va te faire enculer quoi. J'en ai un fou de ta gueule. Ça, Et c'est la sûr. plupart du temps, c'est juste des gens qui sont bêtes et innocents quoi toi. C'est juste, ils aimeraient vivre comme n'importe quelle famille, être au contact de leur famille, gagner un peu d'argent, avoir leur maison. Ils veulent juste vivre. Et t'as les mecs au-dessus et ça, ça et voilà, et pour vivre aujourd'hui, bah ouais, c'est beaucoup plus exigeant qu'avant. Bah, il faut se barrer, il faut digitaliser, il faut avoir des banques dans différents pays du monde. C'est le bordel avec les résidences fiscales. Il faut vendre, faut redevenir un producteur. Ah ouais, aussi un autre truc qui me... Vraiment là, ah ouais, tu me dis qu'est-ce qu'on fait? Bah, on digitalise, on s'en va de France, d'Europe, parce qu'il faut sortir de CRS, donc il faut sortir d'Europe physiquement. Puis en plus, c'est en Europe que ça va être la guerre et tout le merdier. Et donc après, tu digitalises toute ta vie internationale et après, tu deviens un producteur. Et là, en fait, après 40-50 ans de socialisme, d'économie comme on la connaît, il n'y a plus aucun producteur. Ils savent pas ce que c'est que produire, en fait. Produire et Hmm. vendre. Produire n'importe quoi. Produire une solution, donc un service, un bien, n'importe quoi. Répondre à un besoin d'un client et vendre. Ce Ouais. qui a toujours été comme ça, je pense, avant les 2 guerres mondiales. Dans le passé, voilà, c'était des petits artisans, quoi, toi. Ouais. Dans la nouvelle génération, là, c'est, c'est un concept, en fait, toi. Ouais. C'est un, c'est un truc abstrait, toi. Être producteur, c'est un truc abstrait. Qu'est-ce que tu veux dire, Charles? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc là, tu Non, fais non, mais entrepreneur online. Ah ouais, entrepreneur online. Ils barrent dans le truc marketing, mais ils ont oublié la fonction initiale qui est pour vivre, et ben, il faut produire et vendre quelque chose à des gens à qui ça sert, en fait. C'est aussi basique c'est que ça. ça. C'est Et ça. la vie internationale ne peut être basée que là-dessus. Tu peux pas Ouais. faire autrement. Et donc, les mecs sont démunis. Ouais. Et en Il y a une face, grande, c'est le il rouleau y a une compresseur. grande Ouais. différence culturelle entre les États-Unis où cette nécessité de débarquer quelque part et de vivre et de produire quelque chose est très nette. On le voit dans les magasins. Alors, peut-être ça a beaucoup baissé, mais pendant longtemps, quand j'allais aux États-Unis, lorsque tu arrivais partout, il y avait un service au client qui était très fort parce qu'on savait que ton job en dépendait. Et puis surtout,
tu avais l'espoir de recevoir un type, parce que beaucoup de gens sont payés voilà, avec des pourboires ou de la commission. Donc même au niveau le plus granulaire d'une économie, tu avais une volonté d'aider les gens, de leur faire un bon service. Alors que tu as des pays, particulièrement en France, c'est très connu que tu es mal servi, tu es maltraité. Notamment Paris, mais Genève, c'est pareil en Suisse, etc. Où tu arrives dans un magasin et en gros, tu les emmerdes, tu viens les faire chier dans leur pause. En gros, tu arrives, tu dis oui, bonjour, dis qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là, alors que tu es là pour acheter un truc. Et c'est pour ça que la digitalisation, le Amazon, etc., j'avais pas très bien compris ça au début. Mais en fait, les gens, ça leur fait chier d'aller dans des magasins acheter des bouquins, des disques, des trucs comme ça, parce que tu es maltraité. Et Amazon te désintermédiarise la chose, et plein d'autres entreprises. Et tu as raison. Malheureusement, on a une grande partie de la population qui a été dressée, conditionnée dès qu'elle est petite au jardin d'enfants, primaire, école, pour obéir, pour faire partie d'un système productif en tant qu'exécutant, mais pas du tout en se posant cette question primordiale que tu nous as exposée, qui est de dire à quoi je peux être utile et à quoi je peux faire quelque chose qui va me permettre de vivre et peut-être même de prospérer. Mais tu vois, par exemple, les Hollandais, qui est un pays où il n'y a rien, ils ont prospéré grâce à cette attitude-là. Et là, ensuite, il faut le faire. Pareil, les Portugais, c'est un pays où il n'y avait que dalle, il y avait que de la sardine, et ils sont allés à travers le monde. Les Espagnols, ils se sont pris plusieurs siècles d'invasion dans la gueule, alors que c'était très paisible avant. Enfin, je veux dire, pendant tout l'Empire romain, tu as déjà entendu parler de guerres en Espagne? Ben non, c'était pas là où il y avait les ennemis, c'était en Perse, en Allemagne, enfin en Germanie. Puis d'un coup, ils se prennent 2 ou 3 siècles, bah, parce que c'est pas tout à fait juste que ce soit 7 siècles. Il y a 4 siècles où c'est juste Grenade, mais les 3 autres siècles, ils se sont pris quand même les Marocains et les Berbères dans la tronche, et puis nos amis hébreux également, qui ont dirigé un petit peu tout ça. Et ils se sont tellement énervés qu'ils ont fini au Pérou. La Reconquista, elle finit en Amérique, à la terre du feu, quoi. Et chez toi, tu vois. Au Mexique, en train de péter la gueule à des mecs qui n'étaient pas non plus très commodes, hein, les Aztèques. Putain. Et, euh, et donc, ouais, quand t'as pas cette agressivité, quand t'as pas cette volonté de rendre service, finalement, ou de prendre, parce qu'il y a aussi la prise, hein, il y a aussi le pillage, faut pas déconner. Eh bien, ouais, la question, c'est que si tu as été dressé à être un exécutant, c'est très compliqué de te changer ton mode de vie, ton mode d'esprit. Et parfois, il faut, on va dire quelque chose de gentil sur nos amis hébreux et juifs, parce que je le pense sincèrement. Euh, dans les Écritures, il y a ce fameux passage dans le désert où les mecs ils quittent l'Égypte. Alors c'est une métaphore, hein, je ne crois pas que c'est une réalité, mais ils quittent l'Égypte et ils doivent, avant d'arriver dans leur terre promise, où Dieu leur a dit, bon, j'ai changé le cadastre, c'est à toi, euh, ils doivent passer 40 ans dans le désert pour se déshabituer d'être des esclaves, en fait. Ça, c'est la métaphore du truc. C'est que tu dois rester longtemps à souffrir, parce que c'est pas agréable d'être dans le désert, pour que tu te dises, putain, ouais, je vais changer d'état d'esprit, je n'accepte plus de recevoir des ordres, et je dois bosser, pas pour mon boss, mais pour moi. Et rares sont les gens comme toi, comme moi, qui sont capables depuis un système qui te castre et qui t'enferme, sont capables de casser la cage et finalement de sortir et de gagner sa vie, même modestement, hein. Il n'y a pas besoin de devenir millionnaire. C'est mieux d'être millionnaire ou milliardaire. Mais déjà, gagner sa vie, c'est vachement bien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile en plus de prospérer, parce que l'économie est mondialisée, puis là, on a énormément d'outils. Donc, c'est ça le drame, c'est que honnêtement, en ce moment, il y a énormément, je vois passer énormément d'opportunités. Euh, et les gens me demandent toujours, mais vas-y, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Mais les opportunités, c'est parce que il y a un esprit aujourd'hui, en fait, ce qui s'est perdu, c'est le fait de construire à long terme. Les gens prennent tout de suite, ils rasent ce qu'ils peuvent, ils pillent, ils rasent un petit peu et s'arrachent. Et en fait, la prospérité, c'est sur le long terme, en fait. Donc sur le long terme, il y a énormément il y a énormément de choses qui bougent économiquement, il y a énormément de remises en question avec la digitalisation et les nouvelles technologies. Donc il y a énormément d'opportunités pour servir des clients, trouver sa place, faire son job tranquillement et à bouffer pour tout le monde. Mais c'est en face, il n'y a pas assez de candidats. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas tant de compétition que ça, en fait. Sur les marchés, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui sont abîmés, en fait. Ils sont tellement abîmés par le système qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que pensent.
la majorité des gens. Mais pour ça, il faut d'abord faut envie de faire un truc, de le faire longtemps, avec des gens qu'on a ciblés et être en accord avec soi. Et, si on est dans cet état d'esprit, il y a énormément d'opportunités en ce moment. Énormément. Beaucoup plus qu'avant. Mais si on n'est pas dans cet état d'esprit, si on cherche à arbitrer, faire un petit coup, un petit machin, une petite enculade, un petit truc, c'est possible, mais ça marche pas comme ça, quoi, la vie. Hmm. Et, et donc, c'est à la fois facile et dur. C'est facile à faire, mais c'est dur pour les psychologies modernes, en fait. Ce que je vois, c'est les bonhommes qui posent problème, en fait. C'est les normes qui sont programmées, en fait. C'est toute la violence des élites qui ont bousillé les femmes mères pour programmer les enfants. En fait, ma conclusion, je pense qu'il faut retirer les fils des mamans. Faut les enlever. C'est les À femmes quel âge? à 7 ans. De 3 à 7 ans, Ouais, l'enfant d'accord. construit sa structure mentale avec la mère, et après, à 7 ans, il faut plus qu'elle y touche. Ouais. Sinon, Bah, c'est ce que faisaient les anciens, hein, tous les peuples anciens, à partir de 7 8 ans, les gosses, ils passaient dans l'apprentissage avec les hommes. oui, Ils n'étaient plus avec il y a un leur mère, problème. Il n'y a plus enfin, d'hommes, en fait. vaguement. Il y a vraiment un problème majeur sur la masculinité, sur les hommes. On a affaire à des serpillères et des pélés, quoi. On va parler concrètement. Il n'y a plus rien de. Parce que les femmes, on a donné un pouvoir aux femmes. Elles sont pas. Une femme n'est pas capable d'élever un homme, de toute façon, elle ne sait même pas ce que c'est. Donc, je pense que l'Occident, si on veut se retrouver, la première mesure, si j'étais Trump, première mesure, comme il a fait avec les divorces, on arrête le partage, on arrête les conneries. Ça, j'adorais. Mais si j'étais moi Trump élu en Europe, direct, ça serait dès 7 ans terminé. Terminé, on remasculinise la société, on arrête de castrer les mômes, les fils. Après, que les Mhm. femmes élèvent leurs filles, pas de problème, mais c'est les Normal, fils. ça. C'est un carnage. Je vois des gens, en fait, c'est un problème de père intérieur, c'est un problème de masculin, Ouais, ouais. c'est un problème de destruction psychologique, quoi. Et alors, en Amérique latine, je te parle même pas, parce que les mecs, ils pinent, dès que la nana est en cloque, ils se barrent. Donc, en fait, il n'y a pas un seul mec qui est élevé par un mec, en fait. Cette société en Amérique latine, c'est un carnage. C'est extrême. Ouais, en Afrique, c'est comme ça aussi. Là, au Venezuela, ils ont dit il y a 80% de problèmes mentaux. La population, 80% de la population a été évaluée comme sous problème mental. Ça, ça, déjà, ça permet de bien chiffrer la réalité du Venezuela. Ah la vache. Mais c'est quoi? Ils n'ont pas à bouffer, c'est de la malnutrition? Ah non, 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 c'est de la. Non, bah non, surtout pas, il est pas con l'autre, hein. Maduro il est pas con. Il est en plus, j'ai un doute, mais il confesse quelques petites origines juives lui aussi. Parce qu'il est quand même pas du tout copain avec les juifs de Panama, Colombie, tout ça, toi, ils sont toujours en guerre aussi en Amérique latine. Mhm. Confesse un. Non, il est malin. Non, il est malin, il distribue de la bouffe. Il distribue gratuitement de l'essence, de la bouffe, minimale tous les mois. Alors, et puis, toi, il fait beau au Venezuela, donc grosso modo, pour aller dans la rue, pour foutre le bordel, si tu veux, t'as quand même le ventre plein, quoi, un peu. Je te dis pas que c'est Ouais. boule sur l'or, c'est l'enfer, mais je te dis juste que, non, ils ont des problèmes mentaux, ils sont pas construits. La société est Wow. complètement D'accord. déstructurée. Ils ont des problèmes, c'est-à-dire que les enfants peuvent pas pousser droit, c'est trop un chaos, en fait. C'est du chaos pur. Donc, il y a Mais tu trop de sais, stress. il y a une société qui s'est aussi beaucoup développée avec en fait des problèmes de raisonnement différents, mais qui est la société russe. Parce que pendant longtemps, ils avaient une forme de servage pour la majorité de la population, qui était abolie récemment, enfin au 19e siècle hein, seulement. Donc c'est relativement récent. Alors le serf n'est pas un esclave, il n'est pas. Enfin, c'est pas un mec qui est libre comme toi et moi, enfin plus ou moins libre comme toi et moi, et qui vont essayer de gagner leur vie tout seul, etc. Il fait des petits business en loose day dans le coin, mais c'est pas. Et puis arrive le bolchevisme, alors que le pays se développait très fort, hein. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Je c'était dirais en même train de. à cause du développement que tu Et dis. oui, évidemment, évidemment. C'est pour ça que les Britanniques, les Allemands ont aidé les bolcheviks à prendre le pouvoir, et ensuite ils s'en sont un peu Pillage. mordus les doigts. Et bon, encore une fois, c'est les élites de voilà, Amsterdam, Londres, Ah, New les York. cananiques, hein. Les cananiques. Ils ont aidé leurs cousins à prendre le pouvoir en Tes Russie. copains, en fait. Non, tes compatriotes, en fait. Allez, vas-y, à vous. Aussi, je sais pas, en Italie, on a
Tu vois, bah, voilà. Pourtant, la moitié de ma génétique vient des pays barbares du Nord, de la Suède, de la Germanie et tout ça. Mais l'autre moitié, elle est latine, ça c'est clair. Et en tout cas, lorsque le bolchevisme s'est mis en place, et jusqu'à la terreur sous Staline, euh, qui a mis une terreur pour nettoyer en fait la pourriture qui s'était mise en place, hein. Staline, c'est clair. Néanmoins, la terreur qu'il a mis en place a eu comme effet sur la population, d'avoir une population, comme tu dis, extrêmement déstructurée. Quand tu vis pendant 30 ans dans un système où les enfants peuvent dénoncer leurs parents, où les frères et sœurs se dénoncent, et toute suspicion sur qui que ce soit devient une certitude d'être un ennemi de l'État et qui t'envoie pour 2, 5, 10, 25 ans dans un camp de travail quelque part, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pour créer des canaux réindustrialisés, parce qu'à la fin, il y avait cette dichotomie où finalement, les gens, ils n'allaient pas casser les cailloux, hein, ils allaient vraiment développer le pays, mais ils y crevaient, parce que et comme tu parlais tout à l'heure des grands massacres, ces grands massacres n'étaient jamais vraiment gratuits. Quand tu as affamé, ils ont quand même eu 13 millions de morts pendant la grande famine des années 30, mais c'est parce qu'ils ont pris la production agricole pour la vendre en Occident et nourrir les villes en échange d'ingénieurs et d'investissements occidentaux pour construire les grands barrages, les grandes centrales hydroélectriques, etc., du pays qui étaient nécessaires pour l'industrie lourde. Donc, tu vois, il y a jamais c'est jamais perdu pour tout le monde. Et quand il y a eu les grandes purges, pareil pour tu parlais effectivement des grands massacres en Russie. Il y a un type qui est probablement un des plus grands meurtriers de l'histoire du monde, s'appelle Vologda. Effectivement, il est russe, mais pas tout à fait russe, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, quand il a fait faire les grands canaux de la Volga au Don et de la Volga à la Lena pour que tu puisses communiquer en péniche, en fait, tu vas du nord du pays, tu vas de la mer Arctique, de Arkhangelsk jusqu'à Saint-Pétersbourg, jusqu'à Moscou, jusqu'à en bas Stalingrad, Volgograd, jusqu'à la mer Noire ou la mer d'Aral, tu peux faire tout en bateau. Alors que la Terre est courbée, et c'est des distances de plusieurs milliers de kilomètres, mais tout ça, ça a été creusé à la main avec des pelles et des pioches par des mecs qui sont morts dedans. Et ça, c'était des paysans qui ont été. Donc, il y a eu. Donc, t'imagines la mentalité dans un pays comme ça, où pendant 30 ans, pendant deux générations, Ouais, euh, 60, hein. tu flippes, quoi. Oui, et puis ensuite, alors ça c'est un peu. Ils ont lâché la bride, et c'est ce qui les a tués, évidemment, mais bon, il fallait bien lâcher la bride à partir des années, fin des années 50, avec les réformes de Khrouchtchev, et puis ensuite la stagnation Brejnev, etc. Euh, Puis ils n'ont pas réussi à reprendre. Puis comme tu dis, il faut voir qui sont les oligarques. C'est les enfants des oligarques soviétiques. Enfin, faut pas déconner, quoi. Et des gens malins. Il y a eu aussi des gens malins qui ont profité du truc. Mais en gros, voilà. Donc, je vois très bien dans la mentalité russe, ça change, bien sûr. Mais je vois très bien qu'il y a une sorte de. Alors, comme aujourd'hui, le pays a le vent en poupe, là, l'économie se développe à mort depuis La 30 ans. techno aussi. Non, mais attends, ils sont aidés, il y a l'univers qui les aide. Attends, la techno qui Ouais, est ouais, ouais, développée, ouais. c'est un C'est truc de c'est- c'est fou fantastique furieux. pour eux. C'est fascinant, ça fascine tout le monde. Enfin, tous les mecs qui ont un Ouais, ouais. cerveau, qui n'écoutent pas la propagande, ils sont fascinés par ce qui se passe en. Ouais. What the fuck, là, ils étaient rien il y a 15 ans, ils arrivent, Ah oui, les oui. Non, missiles mais que tu peux pas arrêter, les avions que tu peux pas voir, c'est quoi tous ces non, conneries? c'est incroyable. Mais je vois dans les générations un peu plus âgées, ma fiancée est russe, bon, bah, voilà, et puis j'y ai travaillé un tout petit peu en Russie avant. Je vois que dans la génération âgée, en tout cas, dès que ça touche le business, ils savent faire. Mais dès que ça touche, donc, c'est-à-dire le trafic, le business, ils ont tous trois quatre boulots, ils ont tous trois quatre petites affaires à douce, à droite, à gauche. Mais dès que ça touche la politique et le gouvernement, ils se la ferment. Parce que et je dis pas qu'ils aiment pas Poutine ou qu'est-ce. La question, elle n'est pas là. La question, c'est qu'ils ont appris, pour des raisons de survie, que si tu rentres dans la politique, il faut être. Soit tu es, sponsorisé, tu es aspiré dans un mouvement qui a le vent en poupe, soit tu te la fermes et tu rentres pas dans ce monde-là et tu dis certainement pas ton avis. Tu vas avoir l'avis de la majorité et tu vas suivre la masse. Parce que si tu commences à dire non, mais moi je suis pas d'accord, oh putain. Mais Ils tu savent sais, qu'historiquement c'est très très mauvais quoi. notre vidéo, elle est là pour faire réfléchir à comment vivre dans ce merdier. Bah, je pense qu'il faut copier ce comportement désormais en France. Parce que ça va déraper, en fait. Et ça va déraper très vite avec l'intelligence artificielle. Ce que tu es en train de décrire, en fait, mais en sortant avec intelligence.
c'est pas le fait de pas parler politique, c'est plutôt même pas d'y consacrer une seule seconde et se consacrer à sa vie à soi. Il y a plus, en fait, par rapport à tout ce que tu dis, ce qui me vient, là, ce qui est en train de descendre dans mon crâne, c'est il faut perdre l'espoir de la vie collective. Parce qu'en fait, en France, en Europe, on nous l'a donné. En Russie, il n'y a pas. Dans les anciens pays de l'Est, il n'y a pas. En Amérique latine, pas trop. Mais pour les Européens de l'Est, de l'Ouest, en fait, c'est compliqué, mais il faut absolument perdre l'espoir d'une solution collective. C'est fini, en fait. Ce qu'ils Ah comprennent ben pas, ce ouais. qui les tue, c'est que c'est fini. La messe est dite, le système est mort, il va dans le mur. Alors pourquoi il va dans le mur? On a déjà parlé avec Loïc Abadie, c'est chiffré. Actuellement, en France, on a 130% de dette sur PIB et on sait qu'historiquement, alors ça c'est sur le site du FMI, j'ai fait des vidéos là-dessus. Sur le site du FMI, on a les 200 ou 300 dernières années avec les pays européens, justement, avec la grande époque des Hollandais et avant. Et en fait, on sait que grosso modo, un pays saute, quoi qu'il arrive, quand il passe la barre des 250% de dette sur PIB, il saute. Enfin, en tout cas, dans l'histoire, ça a tout le temps sauté. Donc là, on est à 130 sur la France, donc il suffit juste de doubler. Et en fait, l'engagement des retraites, rien que l'engagement des retraites de la France, c'est 400% de dette sur PIB. Donc ça ferait 530 par rapport à ce qu'on a, plus les déficits, plus Matt Kekeros qui veut faire sa guerre. Bon bref, donc la France est garantie de faire faillite. Donc le pays est mort. Donc en fait, là, quelle, quelle solution adopter là maintenant par rapport à la situation de merde? Bah, la première solution, c'est la solution russe. On ne parle pas de politique, mais surtout on n'y consacre pas une seconde, non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est foutu. Et les gens, ils n'arrivent pas à Ouais, admettre, mais c'est foutu. ce que je dis depuis 15 ans. Alors, petite question, quand tu parles d'un pays qui fait faillite, il y a toujours des petits malins qui viennent mettre comme commentaire, mais non, un pays, ça peut pas faire faillite, la dette n'a aucune importance, etc. Comment tu leur réponds? Alors, il faut savoir une chose, c'est comment élibeller la dette. Par exemple, aux États-Unis, ils passent leur temps à attaquer le dollar, à bâcher le dollar et donc à dire que c'est en faillite, etc. Il y a trop de dettes. Il s'avère qu'ils ont publié l'enchevêtrement de qui possède quoi en termes de dette. Et en fait, la dette vis-à-vis de l'extérieur de l'État était extrêmement faible aux États-Unis. Le problème de répondre à cette question, c'est d'avoir les datas, en fait. On ne les a pas toujours, les États ne publient pas toujours. Ce qui est très important, c'est d'évaluer deux choses. À l'intérieur d'un pays, la dette totale de l'État public, quelle est sa part? Parce que par moment, si l'État prête du pognon, je sais pas, à la ville de Tours, ça va faire une dette. Mais en fait, ils sont entre eux, en fait. Donc la Ouais, ouais. dette nationale augmente, mais en fait, ça peut se résoudre, cette histoire-là. Donc la Mhm. question, c'est d'évaluer quelle partie de la population privée détient, combien détient de dette de l'État. Et deuxièmement, quelle est la partie de la dette qui est vendue à l'étranger? Parce que là, tu as carrément un risque d'exercice et bah, comme on a vu avec la Grèce, c'est-à-dire tu te fais appeler en marge et puis après, tu dois livrer les actifs en collatéral, sinon ils te pendent, quoi. Donc, le problème de répondre à cette question, c'est d'avoir les datas, on les a pas. Enfin, moi, je les ai pas en tout cas. On ne sait pas bien, en fait, comment c'est ventilé. Euh, mais par contre, est-ce qu'un État peut faire faillite? Bien sûr. Est-ce que la France a fait faillite? Bien sûr. Dans les années 30, ils ont fait défaut de paiement. En fait, c'est ce qui a précédé euh, comment la saisie de l'or privé, en fait. C'est Ouais, d'abord les États euh, européens qui ont fait défaut sur la dette. Alors, tu peux faire un défaut partiel au total. Ensuite, tu as les États-Unis qui ont fait un défaut partiel. Et après, ils sont arrivés, ils ont saisi l'or. Donc, c'est déjà arrivé. Mais après, si tu remontes, bien sûr, c'est qu'une enculade depuis 10 siècles en Angleterre et en France avec les guerres, où c'est que des faillites successives, en fait. ouais. Et donc, bah, nos amis les Juifs qui sont partis, c'est leur terrain de chasse, en fait. Et d'étudier l'histoire de l'Angleterre, c'est assez intéressant parce que ils ont, via du prêt sur gage, en fait, ils ont en 1200 ou je sais plus combien en Angleterre, ils ont commencé à contrôler trop. Ensuite, ils ont alimenté le roi pour faire ses guerres. Et le roi pouvait pas payer, il a foutu dehors. Donc voilà, est-ce qu'un pays peut faire est faillite? Bah oui, l'Angleterre en 1250 ou 1300 a fait faillite et ses créanciers, casse-toi. Et donc, ils ont expulsé, je crois qu'ils sont venus qu'en 1650, 3 siècles et demi plus tard, un truc comme ça. Et- Via les Pays-Bas. ouais, via les Pays-Bas, via les copains jésuites, via les copains canoniques c'était pas Naples, c'était comment ça s'appelle la cité là? Euh, Merde, j'ai oublié. Les deux, Florence, Florence et Florence et l'autre, c'est quoi?
La deuxième. Venise, 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 voilà. bien Et sûr. c'est ses copains qui sont partis en Hollande et après qui ont Oui, aidé à remonter en Angleterre. Mais en fait, l'histoire européenne n'est qu'une succession. Bah, le gouvernement allemand, par exemple, deux fois en 30 ans, au début du XXe siècle, ils ont rincé toute la population avec le Reichsmark et compagnie. c'est L'histoire ça. européenne n'est qu'une succession de défauts de De paiement sur la faillite. dette nationale. C'est que ça. Alors, Eh si oui, on c'est te ça. dit un pays peut pas faire faillite, mec, rouvre un bouquin d'histoire, parce qu'il n'y a que ça, en fait. D'ailleurs, Ouais, on est un peu en record grâce à Bretton Woods 2, puisque là, on est à 55 ans sans faillite, ce qui est beaucoup quand on regarde. Mais là, on est bon. Là, on est bon pour dans 5-7 ans, on est bon pour sauter. Ouais. ouais, ouais. Donc 60 ans, mais il y a pas un pays qui a passé un siècle sans faire sans sauter de toute façon. C'est vrai. C'est pour ça que les prêteurs, non, ce qu'il faut se poser la question, c'est qui prête de l'argent aux États, quoi. Parce que c'est quand Et même. quelle garantie? Et quelles sont les garanties derrière? Parce que toi, tu prêtes de l'argent à l'État, il ne te remboursera jamais. Ouais. Si tu as un certain niveau de puissance, la garantie, c'est un château, un port, un aéroport, une forêt, la Bah, les terre. transports, hein, on a vu avec la Grèce, ils ont saisi, la Chine a racheté toutes les infrastructures portuaires. C'est ça. Ils ont livré les trains, les machins. Et en plus, c'est vraiment injuste parce que l'histoire de la Grèce, je l'ai compris qu'en 2012 ou 13, en fait, ça finit par sortir. Mhm. C'est en fait les Allemands et les Français qui ont eu des armes parce la Grèce a une énorme armée de ouf, de tarés mentales, qu'ils ont Ouais. acheté des contrats d'armes de fous furieux, puis après ils n'ont pas pu payer. Et en fait, c'est les Allemands et les Français qui ont été les piliers derrière pour. C'est un truc de malade. Oui, oui. C'est du charcutage de peuple. Et qu'ils ont pillé le pays comme des cochons. Donc, les Français, par exemple, s'ils ont peur de faire faillite, ce qui se passe, bah, c'est qu'en fait, s'il y a des créanciers internationaux qui arrivent parce que la France peut plus rembourser les intérêts, ce qui va arriver tôt ou tard, sous moins de 7 ans, je pense, sous moins de 8 ans, alors les créanciers arrivent et puis bah, ils vont commencer à saisir bah, tout le domaine public, tout ce qui appartient à l'État français. Il y a énormément d'actifs qui vont être saisis Ouais. et qui vont être passés sous contrôle étranger. Et Ouais. donc le pays, on sera ruiné, la France sera plus rien. Et je pense que les gens, en fait, ils n'arrivent pas à mettre les mots là-dessus, mais ils le sentent maintenant. Ils sont Ouais. déprimés, en fait, ils sentent que la France régresse, ils le disent. Ils savent pas quoi, comment, ils voient bien qu'ils vont faire leurs courses. Le salaire qui n'a pas d'augmenter permet d'acheter de moins en moins, donc ils sentent bien la carambouille, techniquement parlant, chaque semaine. Mais ils sentent bien que maintenant, ils sont en train de parler du destin de la France dans le monde, ils sentent bien qu'ils ont perdu la souveraineté, et que de toute façon, ça va se terminer, il n'y aura plus rien comme en Grèce, en fait. Ce sera. En, en plus, il y a une grosse différence entre une fair fight en 1920 ou au XIIe siècle et maintenant. C'est que non seulement nous sommes plus nombreux, mais nous sommes plus concentrés dans des villes qui sont sous perfusion d'approvisionnement, de chaînes logistiques Moi, qui, Moi, en j'ai cas de qu'une théorie faillite, là-dessus. C'est la c'est gueule. très important ce que tu dis, parce que t'as parlé de dépopulation, et en fait, tu as parlé de guerre ou de virus, mais en fait, le seul moyen de dépopuler, la guerre, ça dépopule pas, c'est le maximum du maximum. Je veux dire, le XXe siècle, on a fait le meilleur, c'était le meilleur grand cru Meilleur de score. l'histoire. Tu peux pas faire mieux. Ils ont fait le grand chelem. Et ça a fait que 10% de la population mondiale, c'est-à-dire que ça marche pas. C'est-à-dire que même en faisant la guerre dans tous les sens, ça marche pas, tu peux pas dépopuler. Donc le seul truc que tu peux faire, c'est éventuellement faire une peste, où là tu peux envoyer 30% ou 40% de la population, mais tu as quand même des mecs qui ont le génome, qui a la génétique qui va faire que ça va foirer à la En fin. revanche, la famine, ça marche bien. La famine, c'est garanti. Pour moi, en fait, c'est pour ça que quand on étudie l'histoire, on comprend. J'ai une offre, la QDC, où je dis débancariser et autonomie par rapport au système et l'autonomie alimentaire. Avec l'inflation va se faire par rapport à l'alimentation. Le pouvoir d'achat va se faire capturer par rapport à l'inflation. C'est ma croyance vraiment. Je pense vraiment que si les politiques, enfin les élites ont envie de faire la dépopulation, ça sera direct la famine. Donc quoi faire? Bah, c'est pas nouveau. Il faut se barrer d'Europe, il faut acheter de la terre, développer les semences organiques qui peuvent se reproduire sans passer par la caisse Montanceau ou compagnie. Ça va valoir de l'or. Euh, produire sa propre bouffe ou se réunir en petite communauté pour produire sa propre bouffe, parce que c'est impossible d'y arriver tout seul, mais se réunir pour produire sa propre bouffe, c'est le ticket de survie du futur parce que c'est là que ça va taper en fait. C'est ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas de stock. À Panama, ils importent 80% de leur bouffe, c'est-à-dire que tu fais un mois, les magasins étaient vides. Quand ils ont fait la grève
la grève, excuse-moi. Quand ils ont fait le combat d'oligarches pour savoir qui allait toucher le pognon de la mine de copper, et au bout de 3 semaines, on n'avait plus de frais. Et d'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie de ça. Mais toute ma vie, je m'en souviendrai. Un après-midi, j'ai vu ces connards qui nous faisaient chier, j'en ai marre. Et je me suis imaginé, ça s'affichait tout seul dans ma tête. Je me suis dit, je fous mon casque, j'enlève la plaque du scooter de ma gonzesse, je prends un sniper, je me fous sur un toit, je les dégomme et je me barre, j'évite les caméras de sécurité, je rentre. Le lendemain matin, il y a un Américain qui est descendu de sa bagnole, il était à un barrage, j'en ai fumé deux à bout portant. Et je me suis dit, c'est marrant parce que j'ai atteint le point de rupture en même temps que cet Américain. Et probablement beaucoup de gens, toi, au bout de 3 semaines à mois, tes magasins ils sont vides. Ils sont en train de manifester pour un truc. Ils comprennent même pas ici ce qui fait mine depuis quand tu manifestes pour une mine de cuivre de mes couilles, que ça pollue les sols. Depuis quand tu fais ça? Et, et en fait, c'est ce que j'ai appris, c'est voilà. Tu tolères 3 semaines à mois, au bout d'un mois, tu as la violence qui arrive. C'est naturel, on est C'est humain, ça. ça monte en toi et en fait, il n'y a plus de rupteur, de culture, de culpabilité, de karma, de méchant. Au bout d'un moment, t'es basique, tu mets une balle. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que tu imagines des villes comme Londres, Paris, peu importe les villes, avec un arrêt Oui, de la logistique qui t'amène nourriture un et le mois. reste, ça peut être aussi une crise, tu vois, une faillite d'un pays, les services fonctionnent plus, Oui. il n'y a plus d'électricité, plus Venezuela d'eau, 2016. Venezuela et, 2016, et c'est arrivé. c'est une immense boucherie. Et c'est pour ça que tes formations, moi j'en ai suivi quelques-unes, j'ai notamment les 3S, etc. Tes formations sur ton site, et je vais plugger mes formations également, si les gens vont sur pierrot.com, ils vont voir les formations. C'est un début de travail pour comprendre ce qui se passe, trouver des solutions et bouger et faire quelque chose. Mais pas je vais rejoindre un parti qui va changer les choses, parce que c'est trop tard, c'est foutu. Tu as le C'est un droit de le mois. faire, mais Quand les choses partent, quand ça saute, quand l'État saute, le Venezuela a sauté en 2016, on a le Liban qui a sauté aussi récemment, c'est un mois le délai. ouais. Au bout d'un mois, tu as tout le monde dans la rue, il n'y a pas de bouffe, ça part en couille. Il faut l'aide internationale. Mais le problème, c'est que tout l'Occident va sauter en même temps, donc il n'y aura peut-être pas d'aide internationale sur cette coup-là. Et en fait, en un mois chrono, on se transforme en homme des cavernes. Ouais, c'est ça. C'est, il faut le vivre. Ça met mal à l'aise. C'est une nature Absolument. profonde qu'on a, qui est reptilienne. Et moi, ce qui m'a fait disjoncter, c'est, je suis rentré, j'ai fait une vidéo, alors c'est sur mon Twitter, j'ai filmé, il n'y avait plus rien. Et les rayons frais étaient vidés, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus que de la merde de bouffe industrielle, tu sais, qui a une durée de vie de 5 6 mois, il n'y a plus que ça à bouffer. Là, je me dis, ça suffit. Là, il commence à casser les couilles. Là, ça m'énerve. Donc, le problème de ça, la solution, c'est qu'il faut s'associer avec des gens. Soit avoir de l'argent pour payer des gens pour faire le boulot en groupe. C'est ce que je fais Ouais. actuellement avec Antoine à la ferme. Mais tu peux pas atteindre une autonomie même en groupe comme ça. Il y a un moment, en fait, il faut vraiment grossir. C'est la tribu, en fait. C'est la tribu autonome. Ouais. Tu ne peux pas obtenir l'autonomie tout seul. Et ça pose des problèmes d'association. Il faut une intelligence émotionnelle, mais c'est vital. C'est même plus une question de vendre des formations. Honnêtement, c'est trop tard. Maintenant, il faut juste se barrer d'Europe. Je veux dire, la démonstration, elle est faite. De toute façon, il y a plein de gens qui s'en aperçoivent. Ça y est, les dés sont jetés. Entre Macron qui est en train de parler de la bombe nucléaire, il y a aucune guerre. Il y a personne en France, en plus. En plus, je veux dire, il faudrait qu'ils les mecs, ils envahissent l'Italie. Enfin, il y a toute l'Europe à traverser avant que Macron puisse parler de quoi que ce soit. Donc, ils comprennent bien que le système va dans le mur. Ils sont en train de cacher quelque chose. Et ce qu'ils cachent, c'est la faillite. C'est Donc ça. maintenant, seul moyen, c'est de quitter le navire, j'ai envie de dire. Et la peur principale, une guerre, non, un virus. Moi, j'ai la vision un virus en 2034, mais pas avant. Mais par contre, j'ai cette vision très forte depuis très longtemps, qui est la famine. Ce qu'il faut avoir peur, c'est la famine. Et en Ukraine, quand ils ont vidé les stocks, tu disais tout à l'heure, parce que la Russie a vidé les stocks d'Ukraine pour filer à bouffer aux Russes, même s'ils ont buté les Russes aussi, je crois que c'est 9 millions d'Ukrainiens morts. Ouais, enfin, il y a eu des millions de morts, quoi. C'est clair. Donc c'est la famine l'ennemi numéro un quand on est en bout de circuit comme ça. Donc que la France fasse faillite, c'est garanti. Alors un partiel ou un total. Il y aura des saisies par les créanciers. Ça peut être soft ou ça peut être hardcore. Moi, je sais pas comment ça aura lieu. En Euh, tout cas, je dis souvent, ceux qui ont la chance d'avoir dans leur famille quelqu'un qui est colonel à l'armée, soignez bien votre relation avec lui ou elle, enfin lui Ils plutôt. les payent Parce pas. que, Quand ça s'effondre, ils les payent pas. L'armée et les polices, c'est pas payé. Justement, au justement, Venezuela, c'est intéressant à étudier parce qu'ils se sont retrouvés dans la rue, il n'y a plus aucune forme de police. Et tout est plus rien. Les mecs, ils n'étaient pas payés.
Mais le colonel, en général, enfin, si c'est un bon, parce que évidemment, ça peut être un pourri de fonctionnaire, mais celui qui est bon, c'est pour ça que c'est pas des généraux en général, les gens qui mènent les armées, en fait, c'est les colonels. Parce que le général, il est souvent un peu plan-plan, rond plomb dans ses. Ouais, Tu vois, il il est suce. payé pour rien foutre. Non, mais il Mais le suce. colonel, c'est un mec qui est encore Le en général, il contact avec la suce. troupe. Il suce, Comment? le général, il suce la queue du politicien, il suce. C'est ça, c'est ça. Tandis que le colonel, il est encore en contact avec sa troupe. Généralement, il est monté par les gens, et puis surtout dans des pays où ils ont encore fait des opérations, tu vois, au Rwanda, en Afrique, etc. Il y a un vrai contact. Donc le colonel, quand il dit, bon les mecs, ils arrêtent de vous payer, le pays c'est un bordel, bah vous savez quoi? On va protéger nos familles, on va protéger la région dans laquelle on habite, et on va prendre le contrôle des sources de production, d'approvisionnement, et on va gérer la chose à la place de ces connards qui nous ont plantés. Et bon, alors, je dis colonel, mais à l'époque, il y a eu quelqu'un qui a fait ça, hein. C'est une sorte de général. C'est César, c'est Napoléon. Il y a un moment où Napoléon, il dit, bon, les mecs, c'est le bordel, je prends le contrôle, et vous allez voir ce que vous allez voir. César, il dit, filez-moi du pognon, je vais vous conquérir un pays à côté, et je reviens avec du pognon, et je prends le contrôle de tout. Ça, c'est souvent comme ça. Alors, bon, dans d'autres pays, c'est un caporal. Bon, ça, on va pas mentionner le pays teutonique que j'ai en tête, mais il y a ce genre de truc. Et tu disais avant prendre le pouvoir. Il y a une grande différence entre l'influence et le pouvoir. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'influence. Mais quand tu as des mecs qui débarquent chez toi, qui aient des chemises brunes ou noires ou rouges, avec des fusils et tout, c'est là où tu te rends compte que ton influence, c'est rien par rapport au pouvoir. Le pouvoir, c'est qu'ils te foutent dans un camp, ils te piquent tout ce que tu as. Après, il faut qu'ils gagnent la guerre. Mais en attendant, t'es mal. Donc c'est pour ça que l'expatriation, le fait de se barrer, c'est pas mal, parce qu'on peut très bien avoir des pays qui partent dans une sorte de reprise de contrôle, le Chili de Pinochet, par exemple. C'est clairement une reprise de contrôle d'une forme de bourgeoisie sur la saloperie communiste. Mais il y a des pays qui ont plutôt une fibre communiste. Par exemple, la France, moi, je ne parierais pas sur une révolution de droite en France le jour où c'est le bordel. Moi, je pense qu'on risque d'avoir plutôt la collectivisation et l'accélération de la Bah, famine la et de la bourgeoisie, tuerie. clac, ils vont se refaire la bourgeoisie comme à chaque fois. C'est du suicide. Moi, j'ai des clients qui me contactent. Ah, écoute, en 4 ouais, c'est simple, hein. J'ai un client de 2.0 tous les 3 jours en ce moment. C'est quand même cher, mon offre. Elle est à 3428, donc on n'est pas en train de parler d'un package accessible. Et les mecs, ils ont entre 100 000 et 3 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est la bourgeoisie les bourgeois intelligents, et ils sont en train de poser le diagnostic en ce moment, Ouais. parce qu'il n'y a plus de doute possible. Ils savent. Les bourgeois intelligents. En fait, le problème de la classe ouvrière, c'est qu'elle prend toujours les mecs qui ont de l'argent pour des cons. Mais malheureusement, on risque de vous décevoir. Quand on a du pognon, il y a des responsabilités avec l'argent. Et avec l'argent, on développe une certaine forme d'intelligence du système parce que, bah voilà, on a envie de conserver son avantage. Donc, ces gens qui me contactent aujourd'hui, ils arrivent un tous les 3 jours. J'ai jamais vu ça, bien sûr, avant. Ça fait 3 mois que ça dure. Donc, ils savent quelque part le signal de l'effondrement du futur est déjà donné parce que les gens le perçoivent, en fait. Ça y est, ils le perçoivent. Et la solution, il n'y en a qu'une seule, c'est de se barrer. Ils le savent tous. Il n'y a pas de solution interne, il n'y en aura jamais. Donc, C'est ça clair. va me faire que Et de se dégrader et de plus en plus peur et jusqu'à l'arrivée de la CBC où là, ils vont tout fermer. Là, on ne pourra plus contrôle d'échange. En fait, les gens qui veulent partir, ils ont 4 ans, quoi. Ils ont jusqu'à 2029. Après, c'est fini. Après, le contrôle d'échange, donc là, tu peux plus partir. Enfin, à moins de passer par du diamant, j'en ai parlé récemment, à moins de passer par du diamant, parce que tu peux toujours. Je pense que le mieux, si vraiment ils ferment, moi j'y réfléchissais, il y a un mec, enfin bon, comment. Vas-y, brainstorm. Moi, si j'étais en France coincé 2029, donc je fous tout en diamant, je monte dans ma caisse, je descends à Gibraltar, je monte dans un bateau, je m'arrache. D'une manière ou d'une autre, tant qu'il y a la libre circulation en Europe, il faut sortir, il faut aller à Gibraltar, il faut acheter un voilier, c'est s'arracher, quoi. Par la mer, sortir par le détroit, et puis voilà, descendre au Cap-Vert, et puis là, tu as quand même le reste du monde qui s'ouvre à toi. Mais sinon, il y en a qui vont se faire coincer, ils vont pas comprendre. Enfin, il y en a, ils rêvent complet, en fait. Mm. Rêve complet sur ce qui va arriver. Donc, et c'est paradoxal, parce que là, j'ai mis une vidéo ce soir, il y a mon voisin, là, je suis dans la mangrove, il est à
attends, il est là, droit devant, là, à Mhm. 2 kilomètres. Il a acheté un 55 hectares avec une plage privée. Je l'avais visité ce terrain et on n'était pas tombé d'accord sur le prix. J'avais fait vraiment une proposition de merde. Parce que le mec envoyait 450, j'avais proposé 80. Il n'avait pas aimé. On a fait rupture de négociation. Et donc ce Français a acheté derrière moi ce terrain, sans me consulter d'ailleurs. Donc il est parvenu aux mêmes conclusions par rapport à Panama. Et là, il m'envoie une vidéo ce soir avec ses palmiers, le coucher de soleil sur sa baraque, sa petite casita là qu'il a, avec sur sa plage. Est-ce que tu penses 2 secondes qu'il s'en bat les couilles, lui, de la France qui va s'effondrer en 5 ans? Il n'a plus rien à foutre. Bien sûr. Rien à foutre. Nous, on est en train de travailler, il est en train de travailler comme moi sur la création d'un verger, de production de bouffe. Il cherche d'ailleurs des gens, il aimerait bien partager un petit peu. Si je veux dire, il faut se regrouper, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui me contactent, ouais, et le mec, il n'y a pas une thune, mais attends, et la fuite, ça coûte du blé, mec. Si tu produis pas, t'as pas réussi dans la matrice d'avant, tu ne réussis pas dans la matrice d'après. Mais là, il y a les clients qui m'arrivent, c'est des personnes, elles ont 1 ou 2 millions d'euros de patrimoine. Donc là, t'as pas la main, c'est le paradis. Attends, tu fous 1 million à la banque, tu as 5 000 qui tombent tous les mois. Chut, déjà pour commencer, t'as plus d'impôts, t'as plus rien, te fait plus chier de rien du tout, la couille. T'as 1 million après pour faire ce que tu veux quand t'as 2 millions, c'est le paradis. Mais pour ça, il faut partir, il faut arrêter de repousser en fait. Donc la première étape, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'on est coupé. Oui, ouais, ça va revenir dans 5 Ça a secondes. coupé. Oui, on est Ça va coupé. revenir, ça revient. Et Ça dans la revient, première tu vois. étape, c'est la réflexion intellectuelle, effectivement, mais la France ne propose pas une option juste intellectuelle. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Ouais. Non, non, c'est clair que la transportabilité de ta fortune, la question entre ce qui est liquide et ce qui est illiquide. Donc, par exemple, l'immobilier, c'est pas liquide, c'est pas, c'est confiscable à merci. On parlait de la Oui. Russie tout à l'heure. Moi, j'ai la famille d'un de mes potes. Eux, leurs biens immobiliers, ils ont été confisqués en 1918 et ils les ont récupérés en 1995. Tu vois, donc ça fait long à attendre pour retrouver tes immeubles que ta famille avait et qui gagnait. Donc, et là, encore un autre que je connais, sa mère était une aristocrate russe, enfin sa grand-mère était une aristocrate russe, et elle s'est retrouvée à Londres, donc c'est déjà bien, elle n'est pas morte. Elle s'est retrouvée à Londres en 1918-19 avec exactement zéro. Et évidemment, toi, tu sais pas travailler. Tu es une aristocrate, tu as des domestiques tout le temps, etc. Donc tu te retrouves dans un pays où tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vends tes bijoux, tu vends tes diamants, tu vends tes parures, tu vends ce que tu as réussi à partir. Voilà, ils ont réussi à partir relativement confortablement assez vite. Mais il y a des situations encore plus dramatiques où tu pars avec rien, avec une main devant, une main derrière. Et certainement pas avec ton immobilier, certainement pas avec tes assurances vie, certainement pas avec tes bons du trésor, certainement pas avec tes obligations. Donc, à bout d'un moment, la question, c'est quelles sont tes compétences, comment tu peux vivre. Alors, une femme, Elle écarte elle a un les petit pattes. avantage sur les hommes, mais bon, c'est pas forcément très digne, c'est pas forcément très sympa. Oui, mais ça Mais marche. mais ça marche. Il faut qu'elle soit plutôt jeune et jolie pour que ça marche bien. Mais bon, Oh, tu verrais ce qui tout tire. marche. Tout Crois-moi. fonctionne. T'inquiète Tout pas. fonctionne. Il y a toujours quelqu'un. Mais c'est clair que la question, alors là, en l'occurrence, elle a trouvé un riche Norvégien. Voilà, elle est maligne. Elle a réussi à se marier parce qu'elle était probablement assez jolie. Mais en tout cas, il y a des questions euh, Très important ce que auxquelles tu dis. on ne Avec se quoi on pose pas, part? hein. Avec quoi on part? Parce que les gens, ils Eh rêvent ouais. aussi avec leur IMO, leur machin, leur truc. Comme tu le sais, je propose de faire du diamant parce que ça me paraît. On va rentrer, c'est tranquille en ce moment, mais les années avançant, on va rentrer dans une période où il y aura vraiment besoin de diamants, justement, parce que c'est mobile. On me dit, ouais, mais les cryptos, mais non, mec, tu veux tes cryptos, dès qu'elles sortent du système crypto, et t'en as besoin un moment, et là, tu tombes dessus, quoi. C'est compliqué d'abord, il n'y a plus d'anonymat, et puis surtout, il faut les sortir, les cryptos, dans le système réel. Donc, si t'as pas une résidence fiscale qui te protège, tu l'as dans le cul. Et donc, le seul Ouais. moyen, même avec une résidence fiscale foireuse, encore, on a la chance en tant qu'Européens, on n'est pas comme les Américains où c'est le passeport de naissance qui compte, donc là, t'es mort, à moins de faire un abandon de nationalité. Ah, mais ça viendra aussi en Europe, ça. Attends, ils vont te dire, t'es français, tu dois payer des taxes où que tu sois dans le monde. Attends, ils vont Et ça, il faut la essayer en tout CBDC pour ça. Il faut la CBDC, ça sera illégal, ils le feront, ça sera illégal, ça sera pas constitutionnel. C'est ce qu'ils essayent depuis que je suis né, ils essayent, mais ils n'ont jamais réussi, Ouais. techniquement parlant, légalement. Donc je pense qu'en fait, ils vont enculer le droit, comme à chaque fois, et ils vont utiliser CBDC pour faire ça.
C'est bien pour ça que moi, j'ai 2029 comme date butoir pour larguer mon passeport français. Mais jusqu'à 2029, dans les 5 ans qui viennent, c'est la résidence fiscale qui fait office. C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous avez crypto, mais que vous avez une résidence fiscale française ou européenne, vous pouvez toujours... Pas moyen de bouger dans le système actuel sans se faire gauler. Contrairement au diamant, en fait, quel est l'intérêt des diamants? Bah, c'est que contrairement à l'or et aux cryptos, le diamant, c'est non nominatif et ça bouge. On me disait, ouais, quel est l'intérêt? Je comprends pas, Charles. Bah, ça bouge. Tu viens bien d'évoquer. Le problème, c'est qu'à la fin, quand ça pète, il faut bouger. Et on peut pas bouger, en fait, avec les outils modernes patrimoniaux. À un moment, il faut revenir au basique, quoi. Christophe Colomb, il transportait ses moyens de paiement. Il paraît, dans cette. Non, pas Christophe Colomb, l'autre, là, le portugais, là. Comment il s'appelle, qui explorait le monde, là. Ah, Il il y en a eu est. plein. Oui, oui. Vas-y, Vasco da Gama, non, un autre. Cristobal, Amerigo Vespucci, il y en a eu plein. Il y en a eu plein à Ah, cette non, époque-là. ça me dit pas, c'est encore un autre nom. Pas Christophe Colomb, c'était qui? Bon, bref, le mec, il avait dans sa doublure de front, Cabral, Francisco Cabral. Oh, il y en a plein qui il ont fait. portait les émeraudes et rubis dans la doublure. Ah oui. Il y a un moment, en fait, il y Et a. en Inde, traditionnellement, les femmes portent sur eux leur fortune. Ils ont Ouais. leurs bijoux, Ouais, mais moi, Après, oui. ça me branche moyen, moi, de filer ma fortune à une femme. Excuse-moi, Ouais, mais et là-bas, c'est leur la famille femme qui est moderne, garante. tiens, voilà un Oui. million sur toi, là, ma chérie, on y vend tous ensemble. La meuf, t'as pas fait 10 mètres, elle est déjà plus Alors, là. il y a une règle sur les femmes. Tout ce que tu leur donnes, ça vaut à l'instant où tu leur donnes. Et ce Hum. qu'elles te donnent en échange, ça vaut à l'instant où elles te donnent en échange. Si tu crois que tu donnes aujourd'hui comme un investissement pour demain, tu risques d'être très, très, très déçu. Il faut toujours se tenir ça à l'abri. Tout ce que tu donnes à ta femme, c'est maintenant, pas demain. C'est Non, mais je lui donne maintenant. pas. Et C'est même si j'achète une prestation de transport sur Nibar avec un diamant à 200 000 balles, je le ferai pas. ouais, bah, après, c'est que tu sais évaluer le prix correctement, c'est tout. Ça fait cher, 100 000 balles par minibar. Non, ou alors je lui dis, toi, je vais acheter un fake. Je lui dis, ah, ça vaut 500 balles. Et en fait, Alors ça, 1000 ça balles, marche. 2000 balles, jamais je lui dirais. De toute façon, la meuf, si tu lui dis, elle va être devant le douanier, comme ça, le mec, il dit, ah, c'est quoi l'histoire? Ah, non. Non, c'est ça, c'est ça. Mais En tout cas, oui, blague à part, les décisions patrimoniales à prendre, je suis contacté par des gens tous les 3 jours, par des gens qui, ça y est, c'est sur la table en fait. ouais. Il y Mais a tu quelqu'un vois, qui m'a envoyé un article aujourd'hui de 2012 que j'avais écrit hmm, sur le fait de la rénovation de la devise, etc. On va le remettre en ligne, là. Je vais le publier, c'est amusant. mais tu vois, alors là, j'ai une question, c'est qu'on a tous les deux des clients et des gens avec qui on collabore qui sont à la fois des fortunes, on va dire, entre guillemets, moyennes. C'est quand Oui, tu dis entre 2 et 100 millions, non, euh, non, c'est bon. entre 100 000 et 2 millions pour moi. J'ai pas de gens riches. J'en ai quelques. Voilà. Alors, entre 100 000 et 2 millions, c'est des fortunes moyennes. Ok. Tu vois, le 100 millions, ça commence à devenir des 35 fortunes. millions, le seuil, ou 40 Voilà. millions, le high net worth, Voilà. super high net worth, je sais pas trop quoi là. H machin. Et je suppose que toi, comme moi, on a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup, qui ont peut-être 10 000, 20 000 euros d'épargne. Et donc, la solution que tu leur apportes ne peut pas être la même, parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, euh, bien que sur le concept de réfléchir, la réflexion elle peut être la même, évidemment, les moyens sont pas les mêmes. Comment tu aiderais les gens les moins fortunés, ceux qui ont peu d'épargne, ceux qui ont 10 000 balles, 20 000 balles de disponibles comme ça, Moins cash? de 50 000, le mec, il est cuit. Il faut qu'il ait. Je pense qu'une expatriation, il y a un seuil mini, il faut au moins avoir 50 000 Ouais. pour pouvoir gérer. Après, il faut un réseau pour développer des compétences particulières qui vont pouvoir se vendre dans un environnement chaotique. Mais le souci, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas beaucoup de compétences. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le monde aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide qu'avant. C'est-à-dire que si tu as des compétences, tu peux monétiser, tu as de l'argent aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas d'argent, c'est parce qu'ils créent leur pauvreté, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont confortables. Il y a une partie d'eux qui est confortable, qui leur fait prendre des décisions qui aboutissent à de la pauvreté. Parce que c- autant c'est compliqué de monter un million, autant aujourd'hui, dans les pays européens, si tu as des compétences, tu arrives rapidement à 7 500, 10 000 par mois. Après, tu as les taxes. Mais tu arrives rapidement à ce niveau-là.
Après, c'est dur. Après, il faut scaler, ça devient un job d'entrepreneur. On change complètement de dimension pour franchir. Le mur du son, quand tu débutes et que t'es pauvre, c'est 10 000 quoi, par mois, plus ou moins. Donc, avec 5-10 000, rapidement, tu arrives à te mettre 50-100 000 sous la poche en travaillant 2 ans et après, tu peux te barrer. Donc, les gens qui arrivent et qui ont moins que ça, ce sont des gens qui ne sont pas compétents, pas productifs dans le système actuel. Évidemment, ce qu'ils ne comprennent pas, alors ils sont tout bien gentils, ils ont tout bien pensé comme il faut, ils ont le cœur sur la main. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, en face, on dit, attends, Coco, t'es pas capable de survivre dans la matrice actuelle. Pourquoi? C'est que t'es mauvais. Je vais pas miser sur toi, alors que je sais bien, tu viens de me montrer que tu n'as pas été capable de t'adapter à la matrice actuelle. Et à côté de toi, bah, il y a des mecs qui ont réussi à le faire, donc je vais les privilégier. Donc du coup, est-ce qu'on peut aider des gens à moins de 50 000? C'est un débat. Personnellement, je pense que non. Euh, c'est des personnes qui doivent acquérir. Et donc, le problème, c'est qu'elles répondent, à fort juste titre, j'ai pas le temps, je peux pas tout acquérir mes compétences, me lancer, faire l'oseille et me barrer. C'est pas faux, bien que parfois on a des gens, moi j'en ai pas mal dans ceux qui me suivent, qui ont pas beaucoup de revenus et pas beaucoup d'épargne, parce qu'ils sont dans des métiers manuels qui sont malheureusement aujourd'hui un peu dévalorisés, et que bien que ça démontre qu'ils n'ont peut-être pas su valoriser, parce que ça se valorise, hein. Moi je connais plein de gens qui ont aussi des métiers manuels et qui ont monté des entreprises de ces métiers manuels. Le mec, c'est un très bon plombier, bah, tu gagnes bien ta vie, Bien et plus que quand tu bien montes une plus que la entreprise de majorité. plomberie et que tu fais travailler plein de plombiers pour toi, tu fais fortune, hein, aujourd'hui. Tu sais, les mécanos marins aujourd'hui, ils prennent tous 10 000 par mois dans les pays d'Amérique latine ou aux États-Unis, ils doivent prendre encore plus. Donc en Ouais. France, le Non, non, mécano mais c'est ça. marin, on lui chie dans la bouche. On lui dit, ouh, vas-y, je te chie dans la bouche, vas-y, avale. Donc le mec, il est manuel, il n'y a pas de pognon. Je lui dis, bah mec, tu te mets à l'anglais, puis après tu te barres à l'espagnol, tu te barres et tu vas vendre tes compétences dans un endroit C'est où on les ça. valorise. Donc tu es encore dans C'est la ça. merde en train de bouffer de la C'est merde ça. parce que tu le Exactement. veux. Tu le veux, tu le veux. Il n'y a C'est pas ça. d'autre mot. Donc, je vais pas t'embaucher parce que j'ai pas confiance en toi, parce que tu es un bouffeur de merde. C'est simple que ça, putain. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses. Donc, écoute, moi, il va falloir que j'y aille, mais ça m'a fait T'es en très plaisir. Turquie, on va préciser, tu es en Turquie, tu vis bien. J'ai pris quelques jours de vacances avec Tu es au ma ski fiancée. avant. Je suis Ouais. jaloux parce que tu as une vie dont tu profites. Je suis jaloux, mais dans le sens positif, je suis content qu'il y ait des gens qui profitent. Euh, T'es bien, t'es bien en ce moment. D'une part, il faut savoir profiter quand les opportunités se présentent. Il faut aussi se rendre compte que ce sera peut-être pas possible dans le futur. Et aussi qu'une partie de ton cash disponible, il va de toute façon disparaître. Donc autant le claquer si c'est possible. Avec Euh, l'inflation. Ouais, il faut dépenser. Hein, il y a un moment où il faut aussi dépenser. Et puis, voilà, je suis parti au ski, par exemple, avec mes enfants. Ça coûte une blinde d'aller skier aujourd'hui C'est clair. correctement, hein. Et surtout avec des enfants, avec plusieurs enfants, j'en ai pas qu'un. Là, il y en avait trois avec moi sur les quatre. Et, euh, mais je me dis, voilà, quand- quel autre moment de créer cette expérience, d'avoir passé une semaine ensemble, etc. Quand est-ce que je vais pouvoir le faire? Bah, jamais plus. Donc, peut-être que c'est la dernière fois que je vais skier avec mes gosses. Parce que maintenant, ils deviennent grands, tu vois, ils partent à l'université, ils sont au service militaire. Donc, pouvoir les avoir et passer du temps et créer des souvenirs, de l'émotion, et finalement, la vie, c'est ça, c'est de l'énergie positive que tu vas transmettre à l'univers, je sais pas. C'est peut-être voilà, il faut ça à les saisir. Si tu as les moyens. Si t'as pas les moyens, tu fais autre chose. Tu fais une partie de Scrabble, peu importe. Peu importe. Mais là, j'ai eu les moyens de le faire. Là, après, je vais pas à Courchevel à claquer 10 000 balles par jour. Mais pareil, ici en Turquie, je suis dans un petit hôtel, ça coûte pas très cher. Je m'amuse bien avec ma copine, il fait beau. Et elle va partir une semaine en Russie. Moi, je rentre en Suisse. Voilà. Et, euh, Ce qui est important que tu et dis, c'est que au final, si on devait résumer, on arrive à poil, on se bat comme des détraqués pour avoir des on trucs, repart à poil. on repart à poil. Donc, Dans une qu'est-ce caisse qu'on en embarque? sapin. Ah, mais qu'est-ce qu'on embarque? On embarque dans l'âme, on stocke, comme un disque dur, on stocke les mémoires des expériences. Donc, pour moi, l'argent, j'ai beaucoup de copains autour de moi qui sont des épargnants chevronnés, des investisseurs chevronnés.
Ils ont un peu de mal à dépenser pour créer des expériences, parce que ça coûte cher de créer des expériences qui portent. Mais j'ai envie de dire qu'une expérience qui porte, comme tu décris là, une expérience importante avec tes enfants, peut-être la dernière, mais il y a plein d'expériences de fraternité avec plein de situations. Enfin, c'est infini les expériences qu'on peut créer. Ça reste pour l'éternité en fait. Donc moi, j'ai toujours claqué mon fric pour créer ce genre d'expérience. Donc par moment, souvent, c'est lourd pour créer une infrastructure pour après générer une expérience inoubliable. Ça, c'est lourd, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'à la fin, on repart qu'avec ça. Et tous les gens qui vieillissent un peu savent que notre mémoire, en plus, tend à effacer les choses. Et que tu te souviens plus, tu sais, si tu fermes tes yeux, tu dis, elle ressemblait quoi à Alors, cette nana que elle j'ai s'appelait baisée il y a 25 Stéphanie ans? ou Amanda? Je sais plus, putain. Mais elle était Exactement. bonne, je me Sur le souviens qu'elle moment, était c'était bonne. bien. Sur le moment, c'était vachement bien. Et 20 ans plus tard, tu te souviens plus Et après, mais de la pourquoi forme. je l'ai quittée? Bah alors, elle m'a pas cassé la couille. Qu'est-ce que j'ai été con, elle était bonne. Eh ouais, eh ouais. On a complètement oublié Et les c'est détails. ça. Ouais, c'est ça. Et donc, on a cette particularité. J'en parle dans mon bouquin sur la gestion de la peur. Ah, C'est qu'à un moment, on a même les expériences les plus formidables, même, même ce qu'on bâtit, même ce qu'on croit laisser à l'univers. Tu vois, le mec qui a fabriqué ces pyramides, il a fait un bon boulot parce qu'elles sont encore là. Mais dans 10 000 ans, dans 50 000 ans, dans 100 000 ans, elles ne seront plus là. Et donc, tout est éphémère, malheureusement. Et donc, l'instant présent, c'est la clé. l'expérience sur le moment, il faut pouvoir se la payer de temps en temps. Tout le temps. Enfin, moi, dans le 2.0, ils appellent me chambrer parce que moi, je me bats pour 5 minutes. Chaque 5 minutes, c'est une nouvelle aventure. Je dois les remplir pour pas avoir de regrets. Je me bats la Maro J'espère d'Amstel que fait 5 minutes. notre cumulation de 5 minutes de ce matin de ce soir pour toi, elles étaient intéressantes. Donc, tu as un bouquin, hein, je crois qu'on a parlé, tu as sorti un bouquin quand on a fait l'interview il y a 3 mois. On mettra le lien. Oui, Je rappelle qu'on a une oui, série de vidéos. Je mettrai les deux autres premières vidéos très sous bien. cette vidéo pour les retrouver. Oui, oui, alors C'était quoi? Tu vois? j'ai toute une série de livres, j'en ai 8, bientôt 9, le tout dernier qui va sortir. Là, je viens de sortir un livre de... Alors ça peut être un livre intéressant pour ceux qui te suivent. Enfin, je crois que tous mes livres sont intéressants, je crois sincèrement que c'est des livres extraordinairement utiles, mais le tout dernier, c'est un recueil de tout ce que j'ai écrit en dehors de mes livres entre 2011 et l'année dernière. C'est pour ça qu'il s'appelle Avant l'effondrement. C'est-à-dire que je montre un peu l'évolution de ma pensée sur comment cet effondrement qui est en train d'arriver se développe. Et c'est souvent des textes assez... je pense que je suis encore un trop petit écrivain, je passe sous la ligne de la censure, parce que dedans, il y a des textes qui sont vraiment hardcore et qui donnent un peu la vie, qui montrent un petit peu comment, à mon avis, on s'approche de plus en plus de ce moment que tu décris aussi, qui va être un moment auquel ça va être effroyable. C'est pour ça que les autres livres, et celui que je viens de terminer, c'est le tome 2 qui clôt ma série de 2 livres sur la gestion de la peur, c'est que face à l'effroi, face à l'anxiété, parce qu'il y a soit ceux qui y pensent à rien, et le jour où ça leur arrive dans la gueule, ils ont peur et ils y sont immobilisés, mais il y a aussi ceux qui ont la chance de voir venir les choses, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont de l'intuition, etc. Mais ça leur crée de l'anxiété en disant, oh putain, ça va s'effondrer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et en fait, qui ne font rien parce qu'ils sont paralysés par leur anxiété. Donc, il y a des deux formes de... Alors que toi, tu dois pouvoir agir, tu dois pouvoir combattre, tu vas peut-être aussi devoir fuir. Tu sais, la réaction à la peur, fuite, combat, immobilisation. Le combat, ça peut être bien, ça dépend des circonstances, mais la fuite, ça peut être bien, ça dépend des circonstances aussi. La Donc, fuite, il c'est ce faut qui a mieux apprendre payé dans à... l'histoire, hein. C'est ce qui paye le mieux. Oui, après, tu Nos prends ton amis corps en babyloniens, combattant. ils connaissent très bien la fuite. Ouais. Et en fait, tu prends les plus pauvres de chez toi, tu les laisses pour tu vois, les mecs du shtetl en Pologne. Tu dis, ah, restez là, vous allez voir, les Allemands, ils sont sympas. Tu vois, pouah, ils se prennent les Allemands dans la gueule, alors que toi, tu es parti à Hollywood et à New York 10 ans avant, 15 ans avant. Et voilà, donc bon, chacun a son rôle, chacun a son rôle dans les civilisations. Et donc c'est vrai que voilà, il y a des livres qui peuvent nous apprendre à faire ce cheminement mental, mais aussi qui nous donnent des actions physiques sur quoi faire. Alors je ne traite pas beaucoup de la partie financière, je laisse les gens aller chez toi, mais sur la préparation physique et mentale, il y a beaucoup. Voilà. Tu es en vente sur Amazon, tu as un lien, tu me fileras un lien, non? Oui, bien Taille de sûr, tes, de trop tes, facilement. de tes bouquins. Ok, ça Dans marche. plein de langues en plus. Ah, t'es multilingue.
mon premier livre est traduit en 14 langues, en russe, en turc, Combien en de ventes? arabe, en roumain, en italien. Les autres, au fur et à mesure, un peu moins, mais il y Ah, a, tu vieillis, ils hein? sont. Tu vieillis, hein? T'as plus de cheveux, c'est mort. Non, mais c'est que ça prend du temps de les traduire pour les différents éditeurs. Puis, Tu vends en à fait, souvent, combien? les éditeurs, ils savent pas vendre. Je vends combien d'exemplaires? Ouais, Le premier livre, il a dû dépasser largement les 200 000. quand même, t'es une star en fait. Survivre à Ah, l'effondrement économique. c'est pour ça que t'as une russe en C'est fait. un bon titre, en plus. C'est pour ça que t'as une russe. C'est- Dans des stars comme Tous mes ça, profits on, on prend partent les dans le meilleurs. sexe. On prend les meilleurs. Mm. Ah, elle est jolie. Donc tout va bien. Elle est gentille surtout. Bah, tant mieux. Ok, bah écoute, je te rendez-vous dans 2 3 mois, de manière Avec à grand plus plaisir. encore parler de trucs encore plus dégueulasses, que de 3 mois en 3 mois, je pense que ça va être de plus en plus sale. Donc la série va devenir de moins en moins regardable. Et là, ça coupe au moment de se dire au revoir. C'est pas grave, on a dit l'essentiel. Il avait des questions à me poser sur l'âme aussi, il les a pas posées. Une prochaine fois. Ça marche. Tu avais des questions sur l'âme à me poser, tu me les as pas posées. On en parlera la prochaine fois. Ouais, c'est mort. Allez, ciao, ciao.